Samuel Laurin tomba à genoux dans la neige, sous le poids d'une douleur plus ancienne que cet instant. Ses mains, ces mêmes mains qui n'avaient pas su sauver sa fille mourante 3 ans plus tôt, se posèrent contre la joue glacée d'une femme enceinte, étendue sans connaissance. Elle ne respirait plus. 3 jeunes gens se serraient derrière la carriole renversée, le regardant avec des yeux vides. « Ne fais pas ça, » murmura Samuel. « Ne meurs pas, tu m'entends. » La plus jeune des filles se mit à pleurer, et quelque part dans la tempête, derrière eux, les hommes qui avaient fait cela revenaient peut-être déjà. Si vous voulez savoir comment cette famille va survivre, abonnez-vous à notre chaîne et suivez leur histoire jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez pour voir jusqu'où ce récit aura voyagé. Auvergne, décembre 1880. Le vent tranchait le manteau de Samuel Laurin comme une lame de glace. Il releva son col et poussa son cheval dans la neige qui montait jusqu'aux genoux de l'animal. Cela faisait 3 jours qu'il chevauchait à travers cet enfer blanc, essayant de distancer les souvenirs qui le poursuivaient partout où il allait. Le visage d'Emma, sa petite main devenant molle dans la sienne. « Arrête !» se murmura-t-il à lui-même. « Arrête !» Sa jument grise, une bête qu'il appelait Brume, s'ébroua et secoua la tête. Elle avait senti quelque chose dans le vent. Quelque chose qui n'allait pas. Samuel la retint et écouta. D'abord rien, seulement le hurlement de la tempête et le craquement des branches gelées. Puis il entendit, faible, presque avalé par l'orage, quelqu'un qui pleurait. Chaque instinct lui disait de continuer sa route. Il était forgeron désormais, pas médecin. Plus depuis longtemps. Il avait abandonné cette vie le jour où son savoir s'était révélé impuissant devant la fièvre qui avait emporté sa femme et sa fille. 3 années à errer de bourg en bourg, réparant des fers à cheval et des roues de charrette, ne s'attardant jamais assez longtemps pour compter pour quiconque. C'était ainsi qu'il survivait, en cessant de se soucier des autres. Mais les pleurs continuaient, aigus, ténus, désespérés. Que le diable m'emporte. Samuel fit tourner Brume vers le bruit. Il trouva la carriole au fond d'un ravin peu profond. Elle avait dû se renverser quand les chevaux s'étaient emballés. L'un des chevaux gisait mort dans les brancards, le cou tordu dans un angle impossible. L'autre avait disparu, avalé par la tempête. 3 corps gisaient éparpillés dans la neige. Un homme, une femme, un jeune homme de 18 ans à peine, tous abattus. Samuel mit pied à terre lentement, sa main se posant sur le pistolet à sa ceinture, son regard balayant le ravin, cherchant un mouvement, une menace. Rien. Ceux qui avaient fait cela étaient déjà loin. Les pleurs venaient de derrière la carriole renversée. Samuel s'approcha avec prudence, ses bottes crissant sur la croûte de glace. Il contourna le coin de la carriole et s'arrêta net. 2 jeunes gens se tenaient serrés l'un contre l'autre contre une roue brisée. Une jeune femme, 19 ans peut-être, les cheveux bruns emmêlés, tachés, pas de son sang, comprit Samuel. Celui d'un autre. Elle tenait un jeune homme serré contre elle, 17 ans tout au plus. C'était lui qui pleurait, mais aucun son ne sortait de sa bouche ouverte, seulement des larmes qui coulaient sur ses joues, et son corps secoué de sanglots muets. La jeune femme leva les yeux vers Samuel, des yeux qui avaient vu trop de choses. « Il ne peut plus parler, dit-elle. Sa voix était plate, éteinte, depuis qu'ils ont abattu maman et papa. » Samuel s'accroupit à leur hauteur, bougeant lentement pour ne pas les effrayer. « Je ne vous ferai aucun mal. Vous comprenez. Je ne suis pas des leurs. » La jeune femme l'étudia longuement. C'est ce qu'a dit le dernier homme, juste avant de tuer mon frère. L'estomac de Samuel se noua. Le jeune homme là-bas. C'était ton frère? Guillaume. Il avait 20 ans. Il a essayé de se battre contre eux. Combien étaient-ils? 4, peut-être 5. Les bras de la jeune femme se resserrèrent autour du jeune homme silencieux. Ils ont tout pris. L'argent, la nourriture, les armes. Et puis ils ont tiré sur tout le monde quand même. Pourquoi ne vous ont-ils pas tiré dessus, vous? L'expression de la jeune femme ne changea pas. On s'est caché sous la carriole, Henri et moi. On n'a pas fait un bruit, même quand maman a crié. Samuel ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, la jeune femme le regardait toujours avec ce savoir terrible. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Marthe Prieur. Voici Henri, c'est mon frère. » Elle marqua une pause. « Mon seul frère maintenant. » Samuel regarda Henri. Le jeune homme avait cessé de pleurer, mais ses yeux fixaient un point lointain, quelque chose que lui Samuel, ou pire encore. Le choc reconnut Samuel, ou pire, Laurin. Il se releva et tendit la main à Marthe. « Viens, on ne peut pas rester ici. » La tempête empire. Marthe ne bougea pas. Où irions-nous? Le bourg le plus proche, c'est Vallombreuse, à une 20aine de kilomètres à l'est. Je vous y emmène. Je vous trouverai un endroit sûr. Il n'y a nulle part de sûr. La voix de Marthe se brisa pour la première fois,
révélant la jeune femme terrifiée sous le masque de courage. Il n'y a nulle part de sûr pour des jeunes comme nous. Samuel n'avait pas de réponse à cela. Il avait vu assez d'orphelins livrés aux hospices, aux ateliers, aux mines, pour savoir qu'elle avait probablement raison. Mais il ne pouvait pas les laisser geler ici. Peut-être pas, dit-il doucement. Mais je vais quand même essayer. C'est tout ce qu'on peut faire, tous autant que nous sommes. Il tendit de nouveau la main. Cette fois, Marthe la prit. Il chevauchait depuis moins d'une heure quand Samuel aperçut la seconde carriole. Celle-ci était encore debout, arrêtée dans une petite clairière entre deux crêtes. Les chevaux étaient vivants, mais immobiles, la tête basse contre le vent. Aucun mouvement à l'intérieur de la carriole. Samuel retint brume. Marthe était assise derrière lui, ses bras maigres enroulés autour de sa taille. Henri était devant, blotti contre la poitrine de Samuel, toujours silencieux, absent. « Restez là, dit Samuel, ne bougez pas. » Il mit pied à terre et s'approcha lentement de la carriole. La bâche était déchirée, claquant dans le vent. La neige s'était amoncelée sur le siège, intacte. « Oh là !» appela-t-il. « Il y a quelqu'un de vivant là-dedans ?» Pas de réponse. Samuel grimpa et souleva la bâche. À l'intérieur, une femme était recroquevillée sur le flanc, un bras entourant protectivement deux jeunes gens, une jeune femme de 18 ans peut-être, et un jeune homme de 17 ans. Tous trois immobiles. « Non !» souffla Samuel. « Non, non, non. » Il chercha le pouls de la femme. Là, faible, à peine perceptible, mais présent. Les yeux de la femme papillonnèrent, des yeux bruns voilés par la fièvre et l'épuisement. Elle regarda Samuel sans le reconnaître. « Daniel » murmura-t-elle. « Daniel, j'ai si froid. »« Je ne suis pas Daniel, madame. Je m'appelle Samuel. Je vais vous aider. » La main de la femme se referma sur son poignet avec une force surprenante. « Mes enfants, mes enfants !» Samuel regarda les deux jeunes gens pressés contre elle. La jeune femme frissonnait. Le souffle du jeune homme était court et haletant. Vivant, tous les deux vivants. Il respire, vous respirez tous, mais il faut vous réchauffer. Il y en a une autre. La poigne de la femme se resserra. Une autre, Rosa. Elle dormait à l'arrière. Est-ce qu'elle? Le cœur de Samuel se serra. Il n'avait vu personne d'autre dans la carriole. Il s'enfonça plus profondément dans l'espace exigu, écartant couverture et provisions. Là, dans le coin le plus reculé, une forme recroquevillée sous un morceau de tissu déchiré, immobile de froid et d'épuisement. Une jeune femme, 18 ans peut-être, cheveux sombres, peau plus mate, d'origine italienne, devina Samuel, ou métissé. Samuel toucha sa joue, glacée. Mais au contact de ses doigts, les yeux de la jeune femme s'ouvrirent brusquement, et elle se mit à crier, la voix brisée de terreur. « Mama, mama, doucement, doucement !» Samuel retira sa main. « Je ne te ferai pas de mal, je te le promets. » La jeune femme continuait de crier, aiguë et perçant. Derrière lui, Samuel entendit les deux autres s'agiter. La jeune femme aux côtés de la mère se mit à pleurer. Le jeune homme a appelé sa mère. La femme enceinte tenta de se redresser et retomba en haletant. « Je vous en prie, dit-elle. Je vous en prie, Rosa ne comprend pas. Elle ne parle qu'un peu français. Sa mère? Sa mère est morte il y a 2 jours. Des bandits. Les mêmes qui ont tué mon mari il y a 3 mois. Ils sont revenus. Ils ont fini ce qu'ils avaient commencé. » La mâchoire de Samuel se crispa. Les mêmes hommes qui ont attaqué la famille Prieur? Je ne sais pas. Peut-être qu'une bande entière sévit dans cette région. Tout le monde en parle. Personne ne parvient à les arrêter. Samuel regarda la jeune femme, terrifiée, qui hurlait encore dans son coin. Il pensa à Marthe et Henri qui attendaient dehors, dans le froid. 5 jeunes gens, désormais. 5 jeunes qui avaient tout perdu et une femme enceinte qui semblait ne pas devoir survivre à la nuit. « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Caroline. Caroline. Delorme. »« Madame Delorme, je vais être franc avec vous. Vous êtes en mauvais état. Vos enfants sont en mauvais état. J'ai 2 autres orphelins dehors, en mauvais état eux aussi. Nous sommes à 20 kilomètres du bourg le plus proche. Une tempête arrive et vous ne pouvez pas voyager. » Le regard de Caroline croisa le sien. Malgré la fièvre, malgré l'épuisement, il y avait de l'acier dans ce regard. « Que voulez-vous dire? Je dis qu'il nous faut un abri, un vrai, un endroit où tenir jusqu'à ce que la tempête passe et que vous soyez assez forte pour bouger. » Il y a une cabane. La voix de Caroline s'affaiblissait. 3 kilomètres au nord, une ancienne cabane de bûcheron. Daniel et moi, nous l'avons vue en passant. Elle doit tenir encore debout. Pouvez-vous me dire comment la trouver? Suivez le ruisseau. Elle est sur une crête, vous verrez la cheminée. Samuel lui saisit l'épaule. Madame Delorme, Caroline. Restez avec moi. Mes enfants, souffla-t-elle, promettez-moi si je n'y arrive pas. Promettez-moi que vous prendrez soin de mes enfants. La gorge de Samuel se serra. Il revit le visage d'Emma, entendit sa voix. Papa, ne lâche pas ma main. Papa, j'ai peur. Vous allez y arriver, dit-il d'une voix rauque. Vous m'entendez?
Vous allez y arriver, parce que ces enfants ont besoin de vous. Alors n'osez pas abandonner. La main de Caroline trouva la sienne. Ses doigts étaient glacés, mais sa poigne étonnamment ferme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Personne, juste un forgeron de passage. » « Non. » Ses yeux cherchèrent son visage. « Vous êtes plus que cela, je le vois. » Avant que Samuel ne puisse répondre, une jeune femme apparut aux côtés de sa mère. « Maman, maman, réveille-toi. »« Je suis réveillée, Grâce, je suis là. »« J'ai froid, maman. » Et Benoît n'arrête pas de trembler. Caroline regarda Samuel avec des yeux désespérés. « Aidez-nous, je vous en supplie. » Samuel la fixa longuement. Il pensa à toutes les raisons de partir, à toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. Il était seul, avec un cheval, sans provision. Il ne pouvait pas sauver ces gens. Il n'avait pas pu sauver Emma. Mais Emma était morte. Ces jeunes, eux, étaient vivants. « Je vais trouver cette cabane », s'entendit-il dire. « Je vous y emmènerai. Tous. » Il ne promit pas qu'il survivrait. Il avait appris à ses dépens que certaines promesses ne pouvaient être tenues. Mais il pouvait essayer. C'était tout ce que Marthe avait demandé, quelqu'un qui essaierait. Samuel redescendit de la carriole et retrouva Marthe qui l'observait de ses yeux anciens. « Il y en a d'autres, n'est-ce pas ? Une femme, 3 jeunes, dont une qui ne parle pas bien français. Ils sont en mauvais état. » Marthe regarda Henri, toujours silencieux, toujours perdu dans quelque obscurité qui s'était emparée de lui. Puis elle reporta son regard sur Samuel. « On est tous en mauvais état, monsieur. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se battre. » Samuel sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté gelé 3 ans commençait lentement à se fissurer. « Non, dit-il doucement, ça ne veut pas dire ça. » Il dételait les chevaux de la carriole de Caroline et les attacha derrière Brume. Puis il retourna à l'intérieur et aida Grâce et Benoît à s'installer, les enveloppant dans toutes les couvertures qu'il put trouver. Rosa refusa qu'il la touche, alors il recula et laissa Marthe monter. « Elle s'appelle Rosa, dit Samuel, elle a peur. Vois si tu arrives à la calmer. » Marthe hocha la tête et s'avança vers la jeune femme. « Ciao » dit-elle avec précaution en tentant quelques mots appris on ne sait où. « Io mi chiamo Marthe. Tu sais, al sicuro. » Les cris de Rosa cessèrent. Elle fixa Marthe avec de grands yeux mouillés. « Mama » murmura-t-elle. « Non, mais je vais m'occuper de toi. »« D'accord, comme je m'occupe d'Henri. » Rosa regarda Henri qu'on avait posé sur le plancher de la carriole, toujours perdu dans le vide. Quelque chose changea dans son expression. Une reconnaissance, peut-être une compréhension. Elle tendit la main et prit celle d'Henri. Pour la première fois, le regard d'Henri se fixa. Il regarda Rosa et bien qu'il ne dit rien, ne fit aucun son, ses doigts se refermèrent autour des siens. Samuel observa cet échange depuis l'entrée de la carriole. 2 jeunes brisés se retrouvant dans les décombres. « Monsieur !» La voix de Marthe le ramena à lui. La dame, elle ne se réveille pas. Samuel se tourna vers Caroline. Ses yeux étaient clos, sa respiration courte et rapide. Sa main était retombée de son ventre gonflé. Il posa de nouveau les doigts sur son cou. Le pouls était plus faible désormais, rapide, vacillant. « Non » dit Samuel. « Pas encore, pas comme ça. » Il saisit les rênes et se hissa sur le dos de Brume. « Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, on va galoper. » La tempête les avala tandis qu'ils fonçaient vers le nord. Samuel voyait à peine 10 pas devant lui, mais il suivit le ruisseau gelé comme Caroline le lui avait indiqué, faisant confiance à ses derniers mots. Les jeunes ne firent pas un bruit. Même le plus jeune semblait comprendre que le silence était une question de survie. Après ce qui sembla des heures, Samuel l'aperçut à travers la neige battante. Une cheminée se dressant, sombre contre le ciel blanc. La cabane. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. La cabane était petite, mais solide. Fondation de pierre, murs de rondins épais, un toit qui avait tenu malgré des années d'abandon. Samuel enfonça la porte d'un coup de botte et porta Caroline à l'intérieur, l'allongeant sur le plancher de bois nu. « Marthe » appela-t-il. « Fais entrer les autres, tout de suite. » La jeune femme se déplaça avec une efficacité qui aurait impressionné un soldat. Elle soutint Benoît, guida Grâce par le bras, et convainquit Rosa et Henri de la suivre. Samuel trouva du bois empilé dans un coin, assez sec pour brûler. Il travailla vite, ses mains se souvenant des gestes, bâtissant un feu qui crépita bientôt. La chaleur, enfin la chaleur. Il se retourna vers Caroline. Elle n'avait pas bougé. Son visage était gris, ses lèvres teintées de bleu. Samuel s'agenouilla près d'elle. Ses mains tremblaient au-dessus de son corps. « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis plus médecin. Je ne suis plus rien. » Mais ses mains bougèrent quand même. Vérifiant le pouls, palpant le front, appuyant doucement sur le ventre gonflé, l'enfant donna un coup de pied contre sa paume. Encore vivant. Le bébé était encore vivant. « Ne fais pas ça, » murmura Samuel. « Ne m'oblige pas à en regarder un autre mourir. Je t'en prie, je ne peux pas recommencer. »
Les yeux de Caroline s'ouvrirent à peine. Deux fentes brunes dans un visage pâle. « Mes enfants, souffla-t-elle. Ils sont saufs. Tous. Ils sont là, juste là. » Une larme roula sur sa joue. « Je la sens. Le bébé. Elle se bat. Alors battez-vous, vous aussi. Vous m'entendez? Battez-vous. » La main de Caroline retrouva la sienne. Je ne vous connais même pas. Ça n'a pas d'importance. Je suis là, et je ne pars pas. » Le feu crépitait. La neige martelait les murs. 5 jeunes gens se serraient près de l'âtre, observant de leurs grands yeux l'inconnu qui les avait sauvés, tentés de sauver la femme qui, pour certains d'entre eux, était tout ce qu'il leur restait. Et Samuel Laurin, l'homme qui avait fui la mort pendant 3 ans, cessa enfin de fuir. Il les regarda, Grâce et Benoît pleurant en silence, Rosa serrant la main d'Henri, Marthe montant la garde sur tous avec cette expression farouche et protectrice. Il regarda Caroline se battre pour chaque souffle. « J'ai été médecin », dit-il doucement. Les mots sortaient avec peine, comme des épines qu'on arrache de sa propre chair. Avant de tout perdre. Les yeux de Marthe s'écarquillèrent. « Vous pouvez la sauver. » Samuel ne répondit pas. Il ne pouvait pas promettre cela. Il avait déjà fait cette erreur une fois. Mais il pouvait essayer. « Il me faut de l'eau chaude, dit-il. Du linge propre, tout ce que vous pourrez trouver. » Marthe hocha la tête et se mit en mouvement aussitôt, prenant déjà les choses en main, devenant déjà la meneuse dont ces jeunes avaient besoin. Samuel se retourna vers Caroline. Son pouls était plus stable maintenant, la chaleur commençant à faire son effet. Mais elle était loin d'être tirée d'affaire. « Restez avec moi, dit-il. Vous restez avec moi, Caroline Delorme. Vos enfants ont besoin de vous, tous, même ceux qui ne sont pas de votre sang. » Les lèvres de Caroline remuèrent. Samuel se pencha pour entendre. « Merci, murmura-t-elle, de ne pas être passé votre chemin. » Samuel repensa à l'instant où il avait entendu les pleurs de Marthe dans le vent, l'instant où il avait failli les ignorer. « J'ai failli, avoua-t-il. J'ai failli continuer ma route, mais vous ne l'avez pas fait. »« Non, je ne l'ai pas fait. » Les yeux de Caroline se refermèrent, mais cette fois, il y avait de la paix dans son expression, de la confiance, quelque chose que Samuel n'avait pas vu diriger vers lui depuis très longtemps. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, un feu brûlait contre l'obscurité. Et dans cette cabane abandonnée, avec 5 orphelins, une femme luttant pour vivre et un enfant se battant pour naître, Samuel Laurin commença à se souvenir de ce que signifiait tenir à quelque chose de nouveau. Il ne savait pas s'il survivrait à la nuit, mais pour la première fois en 3 ans, il avait envie de le savoir. Vers l'aube, le feu s'était réduit en braise quand la fièvre de Caroline retomba. Samuel n'avait pas dormi. Il était resté assis près d'elle durant les longues heures de la nuit, changeant les linges froids sur son front, vérifiant son pouls toutes les quelques minutes, observant le faible mouvement de sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui le retenait encore à la terre. Les jeunes avaient fini par céder à l'épuisement. Marthe s'était couchée le plus près du feu, son corps enroulé protectivement autour d'Henri et de Rosa. Grâce et Benoît dormaient de l'autre côté, blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer. Leurs visages, même endormis, portaient le poids de tout ce qu'ils avaient perdu. Peu avant l'aube, les yeux de Caroline s'ouvrirent. « De l'eau, murmura-t-elle. » Samuel saisit le gobelet d'étain qu'il avait rempli des heures plus tôt et le porta à ses lèvres. Elle but lentement, la gorge s'efforçant. Les autres, endormis. Tous. Caroline tourna la tête, cherchant jusqu'à ce qu'elle trouve Grâce et Benoît. Un sanglot lui monta à la gorge. Je croyais que j'allais mourir. Je croyais qu'il resterait seul. « Vous n'êtes pas morte, Madame Delorme. Caroline. Si vous devez me sauver la vie, vous pouvez au moins m'appeler par mon prénom. » Samuel faillit sourire. Presque. « Caroline alors, comment vous sentez-vous » Comme si des chevaux m'avaient piétiné avant de me laisser dans une congère. Elle tenta de se redresser et eut un hoquet de douleur, sa main volant vers son ventre. Le bébé bouge encore ? De bons coups de pied en plus, je les ai sentis moi-même. Les épaules de Caroline se relâchèrent de soulagement. Ses mains restèrent sur son ventre gonflé, protectrice, farouche. Elle est une battante, tout comme son père l'était. Votre mari, Daniel. Que lui est-il arrivé ? La lumière dans les yeux de Caroline s'assombrit. Il y a 3 mois. Nous venions de Normandie. Daniel voulait repartir de zéro en Algérie. Son frère a une propriété là-bas. Nous avions tout ce que nous possédions dans cette carriole. De l'argent, des provisions, des outils. Elle s'arrêta, et Samuel vit sa mâchoire se serrer contre le souvenir. Ils sont venus la nuit, 4 hommes. Daniel a essayé de les repousser, mais il n'était pas un homme de combat. C'était un instituteur. Il croyait aux mots, pas aux armes. Sa voix se brisa. Ils l'ont abattu juste devant Grâce, juste devant sa fille. Puis ils ont tout pris et nous ont laissés sans rien.
Comment avez-vous survécu? La bonté d'inconnus, surtout. Un fermier nous a hébergés dans sa grange un mois. Un curé nous a donné de la nourriture. Une autre famille, les Rossi, voyageait dans la même direction. Maria Rossi, c'était la mère de Rosa. Elle nous a recueillis à partager le peu qu'ils avaient. Les Rossi, ce sont eux qui... Caroline hocha la tête. Il y a 2 jours, les mêmes hommes sont revenus. J'en ai reconnu un, le chef. Il a une cicatrice, là. Elle traça une ligne sur sa joue gauche. Il se souvenait de nous, lui aussi. Il a dit qu'il venait finir ce qu'il avait commencé. Les mains de Samuel se serrèrent en poing. Que s'est-il passé? Maria a fait cacher Rosa sous la carriole, comme nous avec Grace et Benoît. Elle lui a dit de ne pas faire un bruit, quoi qu'il arrive. Puis elle, la voix de Caroline se brisa complètement. Elle est sortie leur faire face, pour attirer leur attention ailleurs. Ils l'ont tuée, ainsi que son mari. Mais Rosa est restée cachée, silencieuse, exactement comme sa mère le lui avait demandé. Samuel regarda de l'autre côté de la cabane, là où Rosa dormait, sa main toujours serrée dans celle d'Henri. 18 ans, et elle avait vu sa mère mourir pour la sauver. Quand tout a été fini, continua Caroline, j'ai trouvé Rosa sous la carriole. Elle ne voulait pas sortir, ne voulait pas parler. J'ai dû ramper là-dessous avec elle, la tenir dans mes bras, pendant des heures avant qu'elle me laisse l'emmener. Et ensuite, vous avez continué seul. Quel choix avais-je? Rester là et geler. Attendre qu'il revienne. Le menton de Caroline se releva. J'ai des enfants qui dépendent de moi, monsieur Laurin. Abandonner n'est pas une option. Samuel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il connaissait cette femme depuis moins d'1 jour, mais il reconnaissait déjà l'acier dans son échine. Le même acier qui avait gardé Marthe Prieur en vie. Le même acier qui les maintenait tous en vie. Samuel, dit-il doucement, ce que vous avez dit, si vous devez me sauver la vie, je devrais vous appeler par votre prénom. Ça marche dans les 2 sens. C'est Samuel. Caroline étudia son visage un long moment. Quoi qu'elle y vit, cela sembla la satisfaire. Samuel alors, merci pour tout. Ne me remerciez pas encore. Nous sommes coincés dans cette cabane avec presque pas de vivres, une tempête qui ne veut pas cesser, et vous n'êtes pas en état de voyager. On n'est pas sorti d'affaires, loin de là. Mais nous sommes vivants. C'est plus que ce que j'espérais en fermant les yeux hier soir. Le soleil se leva lentement, se frayant un chemin à travers les nuages gris et la neige battante. Samuel laissa Caroline se reposer et fit l'inventaire de leur situation. La cabane possédait une cave qu'il découvrit sous une trappe dans un coin, à moitié effondrée mais encore utilisable. À l'intérieur, quelques bocaux de légumes conservés, laissés par d'anciens occupants. Pas grand-chose, mais quelque chose. Dehors, il ramassa de la neige pour la faire fondre en eau. La tempête s'était un peu calmée, mais la température avait encore chuté. Son souffle restait suspendu dans l'air comme de la fumée, et ses doigts s'engourdissaient en quelques minutes. Quand il revint à l'intérieur, Marthe était réveillée. Elle était assise près du feu, nourrissant les flammes de petits morceaux de bois avec une précision méticuleuse. Ses yeux suivirent Samuel tandis qu'il entrait, vigilant, évaluateur. « J'ai trouvé de quoi manger, » dit Samuel. « Des betteraves marinées, des haricots en conserve. Peut-être assez pour quelques jours si on fait attention. » Marthe hocha la tête. « Les chevaux sont abrités sous l'appentis, derrière. Ils survivront si la tempête ne dure pas trop longtemps. » Et si elle dure? Samuel ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Marthe était assez grande pour comprendre ce qui arriverait si la tempête les piégeait ici pendant des semaines. Ils manqueraient de vivres, de bois. Un par un, ils commenceraient à mourir et il n'y aurait rien à y faire. « Il faut trouver plus de nourriture, dit Marthe. De la vraie nourriture, de la viande. Il y a du gibier dans ces bois. Du chevreuil, du lièvre, peut-être même un sanglier si on a de la chance. Tu sais chasser ?» Samuel pensa au pistolet à sa hanche, au fusil encore attaché à la selle de brume. Il n'avait pas tiré sur une créature vivante depuis des années, mais le savoir-faire était toujours là, enfoui sous des couches de rouille et de chagrin. « Oui, je sais chasser. » Marthe se leva et marcha vers l'endroit où reposaient ses sacoches, contre le mur. Elle les fouilla jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, la trousse médicale. Elle la rapporta et la lui tendit. « Vous devriez examiner Madame Delorme. Un vrai examen. Pas juste toucher son front en espérant le mieux. » Samuel fixa la trousse. Il ne l'avait pas ouverte depuis 3 ans. N'avait pas voulu. Les souvenirs attachés à ces instruments étaient trop vifs, trop douloureux. « Je ne suis plus médecin. Vous l'étiez, hier soir, quand vous croyiez qu'elle allait mourir. Vous vous êtes bien comporté comme un médecin. C'était différent. En quoi? » Samuel n'avait pas de réponse. Marthe lui mit la trousse dans les mains. « Ma maman disait que Dieu nous donne des dons pour une raison, que c'est un péché de les gâcher.
Elle marqua une pause. Vous avez un don, monsieur Samuel. Je l'ai vu hier soir. Et là, maintenant, Madame Caroline a besoin de ce don plus que vous n'avez besoin de le fuir. Samuel baissa les yeux sur le vieil étui de cuir usé. Ses initiales étaient gravées dans le coin. SEL, Samuel Édouard Laurin. Il l'avait fait faire spécialement à sa sortie de la faculté de médecine de Paris. Plein d'espoir et de la conviction naïve qu'il pourrait sauver n'importe qui. Emma adorait jouer avec. Elle faisait semblant d'être médecin, utilisant son stéthoscope pour écouter le cœur de sa poupée, enroulant leurs bras dans des bandages, les déclarant guéris avec une expression si sérieuse qu'elle le faisait rire à chaque fois. Le souvenir le frappa comme un coup au sternum. « Monsieur Samuel !» La voix de Marthe était douce. « Ça va ?» Samuel ferma les yeux, prit une inspiration, la relâcha lentement. « Oui, dit-il. Ça va. » Il ouvrit la trousse. Les instruments étaient encore là, nichés dans leur compartiment de velours, stéthoscope, scalpel, pince, nécessaire de suture, tous les outils d'un métier qu'il avait abandonné le jour où il l'avait trahi, au moment où cela comptait le plus. Il alla s'agenouiller près de Caroline. « Il faut que je vous examine, dit-il. Correctement. M'assurer que vous et le bébé êtes stables. » Caroline hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Faites ce qu'il faut faire. » Samuel posa le stéthoscope contre sa poitrine. Son cœur emplit ses oreilles. Régulier, fort plus rapide qu'il ne l'aurait souhaité, mais pas dangereusement. Il déplaça l'instrument plus bas, vers son ventre gonflé. Écouta là, le cœur du bébé. Rapide et rythmé, en bonne santé. « Le bébé va bien, dit-il. Le rythme cardiaque est normal. La position semble correcte. Combien de temps encore, avant qu'elle vienne, à votre avis ?» Samuel fit le calcul mentalement. 7 mois, avait dit Caroline. Cela signifiait au moins 6 semaines, peut-être plus. 1 mois et demi, peut-être 2. Difficile à dire exactement. Le visage de Caroline s'affaissa. On ne peut pas rester ici aussi longtemps. Non, on ne peut pas. Samuel se rassit sur les talons. Dès que la tempête cesse, il faut bouger. Vous emmenez quelque part avec un vrai médecin, de vraies provisions. Val-Ombreuse pourrait avoir ce qu'il nous faut. Ou bien on continue jusqu'à Riom-les-Bains. Il y a un chirurgien de garnison là-bas. Riom-les-Bains est à plus de 80 km. Je sais. En plein hiver, avec 5 jeunes et une femme enceinte. Je sais. Caroline resta silencieuse un moment, puis elle rit. C'était un petit son, brisé et amer, mais réel. Mon mari disait que j'avais un don pour attirer les ennuis. On dirait qu'il avait raison. Ce ne sont pas des ennuis qui vous ont trouvé. C'est le mal. Et le mal n'est pas votre faute. Dites ça à mes enfants. Dites ça à Rosa. Samuel ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire qui pût arranger quoi que ce fût. La journée passa lentement. Samuel entretint le feu, rationna de petites portions de la nourriture conservée et tenta de garder les esprits occupés. Grace et Benoît s'étaient assez réchauffés pour retrouver un peu d'énergie, une nervosité qui allait et venait par à-coups. Benoît s'était pris d'une curiosité tranquille pour les mains de Samuel. « Vous avez de grandes mains », remarqua-t-il assis juste en face de lui. « Plus grandes que celles de mon père. » Samuel regarda ses paumes cailleuses de travail. « Je suppose que oui. Il avait des mains douces, mon père. Ma mère disait que c'était parce qu'il s'en servait pour écrire, pas pour travailler. Ton père était instituteur. C'est un travail important. » Benoît réfléchit un moment. « Vous écrivez des choses, vous ? Pas beaucoup. Surtout, je répare des choses. Des fers à cheval, des roues de charrette, des objets cassés. Vous pouvez réparer les gens, ce serra. » Il jeta un œil à Caroline qui observait depuis l'autre côté de la pièce. Son expression était indéchiffrable. « Parfois, dit-il avec prudence, quand je peux. Vous pourriez aider Henri ?» Benoît désigna d'un signe de tête le jeune homme silencieux, assis dans le coin avec Rosa. Marthe dit qu'il est brisé à l'intérieur, que c'est pour ça qu'il ne parle plus. Benoît. Grace apparut aux côtés de son frère et lui saisit le bras. Ce n'est pas le moment. Je ne fais que demander. Je m'inquiète pour lui, c'est tout. Samuel s'assit près de Benoît. Henri n'est pas brisé, il est blessé. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Brisé, ça veut dire qu'on ne peut plus réparer quelque chose. Blessé, ça veut dire que ça a juste besoin de temps et de soins pour guérir. Benoît hocha lentement la tête, digérant l'idée. Alors il retrouvera sa voix un jour. Je ne sais pas, mais je l'espère. Moi aussi. Benoît hocha la tête gravement. Il a l'air d'un homme bien, même s'il ne dit rien. Il se leva pour rejoindre Henri et Rosa dans leur coin. Grace s'attarda, ses yeux fixés sur Samuel avec une intensité qui lui rappela Marthe. « Est-ce que ma mère va aller bien ?» demanda-t-elle doucement. « Vraiment bien ?» Samuel aurait voulu mentir, voulu lui dire que tout irait bien, qu'il n'y avait rien à craindre. Mais cette jeune femme avait vu son père mourir. Elle avait mérité la vérité. « Je ne sais pas, dit-il, mais je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle aille bien. Tu as ma parole. »
Grace l'étudia longuement. « Ma mère dit que vous êtes un homme bon. Elle dit qu'elle le voit. Ta mère est en proie à la fièvre. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour juger. » Un petit sourire passa sur le visage de Grace. « Elle a dit que vous diriez quelque chose comme ça aussi. » Elle s'éloigna, laissant Samuel seul avec ses pensées. À la tombée de la nuit, la tempête reprit de plus belle. Le vent hurlait contre les murs de la cabane, trouvant chaque fissure, chaque interstice, envoyant des doigts de froid ramper dans la pièce. Samuel nourrit le feu jusqu'à ce qu'il rugisse, mais la température continuait de chuter. « Il faut dormir serrés les uns contre les autres », annonça-t-il. « La chaleur des corps, c'est le seul moyen qu'on passe tous la nuit. » Ils s'arrangèrent en cercle autour du feu. Caroline au centre, protégée de tous côtés. Grace et Benoît pressés contre son dos. Rosa et Henri à ses pieds. Marthe d'un côté, son corps orienté pour protéger les plus jeunes. Samuel prit position près de la porte. Si quelque chose devait entrer, humain ou animal, il serait la première ligne de défense. Monsieur Samuel. La petite voix de Rosa perça l'obscurité. C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à lui. Oui, les méchants vont nous retrouver? Samuel sentit tous les regards de la cabane se tourner vers lui. Même Henri semblait écouter, son regard focalisé pour la première fois. Non, dit Samuel fermement. Ils ne nous retrouveront pas. Comment vous savez? Parce que je ne les laisserai pas faire. Rosa resta silencieuse un moment, puis, dans une voix à peine plus qu'un souffle. Ma maman disait la même chose, avant qu'ils arrivent. La poitrine de Samuel lui fit mal. Il n'avait pas de réponse à cela. Pas de moyen de promettre quelque chose qu'il ne pouvait garantir. Mais Marthe prit la parole, sa voix ferme dans l'obscurité. Ta maman t'a gardé en sécurité, non? Elle t'a dit de te cacher, et tu l'as fait, et les méchants ne t'ont pas trouvé. Rosa hocha lentement la tête. C'est parce qu'elle était intelligente et courageuse, et qu'elle t'aimait plus que tout au monde. Marthe marqua une pause. Monsieur Samuel n'est pas ta maman, mais il est intelligent lui aussi, et courageux. Et je crois qu'il se battrait très fort pour nous garder en sécurité. Pas vrai, monsieur Samuel? Oui, la voix de Samuel était plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Je le ferai, vous voyez. Marthe se recala contre le plancher. Alors ferme les yeux et dors un peu. On aura besoin de nos forces demain. Rosa ne répondit pas, mais elle se blottit plus près d'Henri, et en quelques minutes, sa respiration s'était apaisée en sommeil. Samuel resta éveillé longtemps après que les autres se furent endormis. Il fixait le plafond, écoutant le vent, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme un fardeau physique. 6 personnes, 6 vies qui dépendaient de lui. La dernière fois qu'il avait ressenti ce poids, il avait échoué. Il avait regardé la lumière s'éteindre dans les yeux d'Emma, regardé sa femme la suivre dans la mort une semaine plus tard, regardé tout ce qu'il avait bâti s'effondrer en cendres autour de lui. Il avait juré de ne plus jamais se soucier autant, de ne plus jamais avoir quelque chose à perdre. Mais le voilà, dans une cabane au milieu de nulle part, avec une femme enceinte et 5 orphelins, se souciant plus qu'il ne s'était soucié de quoi que ce soit depuis 3 ans. Vous pensez trop fort. Samuel tourna la tête. Caroline était réveillée, ses yeux reflétant la lumière du feu. « Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Vous ne m'avez pas dérangé. » Elle se déplaça avec précaution, essayant de ne pas réveiller Grace et Benoît. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Trop de douleur, trop de pensées. Voulez-vous que je vérifie vos bandages? Non, parlez-moi juste de quelque chose. N'importe quoi. J'ai besoin d'entendre une voix qui ne soit pas la mienne. » Samuel resta silencieux un moment, cherchant ses mots. « J'avais une fille, dit-il enfin. Emma, elle aurait eu 8 ans cette année. » Le souffle de Caroline se coupa. « La scarlatine, il y a 3 ans. Elle a emporté ma femme et elle en même temps. J'étais médecin, le meilleur du canton, disaient les gens. Je n'ai pas pu sauver ma propre famille. Samuel, je suis tellement désolé. Après leur mort, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus être médecin. Chaque patient que je regardais, je voyais Emma. Chaque enfant que je soignais, je pensais à la façon dont je l'avais laissé tomber. Alors j'ai arrêté. J'ai tout abandonné. J'ai commencé à errer. C'est pour ça que vous avez essayé de passer votre chemin quand vous avez entendu Marthe pleurer. Oui, je me suis dit que je ne voulais pas de ce fardeau. Je me suis dit que j'avais fini de me soucier des autres. Mais vous vous êtes arrêté quand même. Je me suis arrêté quand même. Samuel expira lentement. Et maintenant me voilà, dans une cabane pleine de gens qui ont besoin de moi. Et j'ai peur, Caroline. Peur d'échouer encore. Peur de regarder mourir encore des gens auxquels je tiens. Caroline tendit la main et trouva la sienne dans l'obscurité. Ses doigts étaient chauds maintenant, sa poigne ferme. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle doucement.
Quoi? Je pense que vous avez cessé de fuir à l'instant même où vous avez décidé de faire demi-tour. Je pense que vous cherchiez une raison de revenir à vous-même. Et peut-être l'avez-vous trouvé. Samuel fixa leurs mains jointes. Il sentait son pouls contre sa paume. Vivante. Encore vivante. Et si j'échoue? Souffla-t-il. Alors vous échouerez en ayant essayé et c'est déjà plus que ce que la plupart des gens font jamais. Caroline serra ses doigts. Mais je ne pense pas que vous échouerez. Appelez ça un pressentiment, appelez ça du désespoir, mais je crois en vous, Samuel Laurin, même si vous ne croyez pas en vous-même. Ils restèrent d'allongés là, dans l'obscurité, mains entrelacées, écoutant la tempête rugir au dehors. Et pour la première fois en 3 ans, Samuel ressentit autre chose que du chagrin. Il ressentit de l'espoir. Le matin se leva gris et froid. La tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle un monde enseveli sous le blanc. Samuel poussa la porte de la cabane et sortit ses bottes s'enfonçant dans une neige qui lui montait aux genoux. Le silence était absolu. Pas un souffle de vent, pas un chant d'oiseau, rien. Il se rendit à l'appentis et examina les chevaux. Les 4 étaient vivants, quoique affamés et agités. Il leur donna le reste de l'avoine de la carriole de Caroline et leur promit des jours meilleurs. Quand il revint à la cabane, Marthe l'attendait à la porte. « La tempête se calme, dit-elle. On devrait y aller. »« Pas encore. Caroline a besoin d'au moins un autre jour, et il nous faut de la nourriture. » Marthe hocha lentement la tête. « Vous allez chasser? »« Oui. Tu crois que tu peux tenir le fort pendant que je suis parti ?» L'expression de Marthe fut presque offensée. « J'ai gardé Henri en vie pendant 2 semaines avant que vous ne nous trouviez. Je peux gérer quelques heures. » Samuel faillit sourire. « Presque. D'accord. Gardez tout le monde à l'intérieur. Entretenez le feu. N'ouvrez cette porte à personne, sauf à moi. Et si vous ne revenez pas ?» Samuel s'arrêta. Il n'y avait pas pensé. N'avait pas voulu y penser. « Si je ne suis pas rentré avant la nuit, prenez les chevaux et filez vers l'est. Vallombreuse est à une 20aine de kilomètres. Vous y arriverez. » Marthe croisa son regard. Pour un instant, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une jeune femme de 19 ans qui avait tout perdu. Puis le masque revint, et elle redevint une survivante. « Vous reviendrez, dit-elle. Il le faut. Pourquoi ça ? Parce que vous avez promis à Rosa que vous ne laisseriez pas les méchants nous avoir. Et je commence à croire que vous êtes le genre d'homme qui tient ses promesses. » Samuel prit son fusil et s'enfonça dans la nature gelée. Il traqua un chevreuil pendant 2 heures avant de finalement l'abattre, un tir net en plein cœur, mort instantané. Il le dépouilla rapidement, ses mains se souvenant des gestes malgré la répugnance de son esprit. Il traînait la carcasse vers la cabane quand il aperçut la fumée. Pas celle de la cheminée de la cabane. D'ailleurs, à l'est, à environ 800 mètres. Quelqu'un d'autre était dehors. Samuel abandonna le chevreuil et se glissa vers la fumée, fusil levé. Chaque pas était prudent, calculé. La neige étouffait ses pas, mais un faux mouvement le trahirait. Il atteignit la crête et regarda en contrebas. Un campement. 3 chevaux, 3 hommes serrés autour d'un feu et attachés à un arbre, tremblante et pleurant, se tenait une femme. Elle était jeune, 18 ou 19 ans peut-être. Sa robe était déchirée, son visage marqué de bleu, et même à cette distance, Samuel pouvait voir la terreur dans ses yeux. L'un des hommes se leva et marcha vers elle. Il dit quelque chose que Samuel ne put entendre. La femme secoua frénétiquement la tête. L'homme la frappa. Le doigt de Samuel trouva la détente. Il pouvait les avoir. 3 coups, 3 hommes à terre. Il avait fait pire à la guerre. Mais s'il manquait son tir, si même un seul s'échappait, il saurait que quelqu'un rôdait ici. Il viendrait chercher et il trouverait la cabane. Samuel abaissa le fusil. Il devait être malin, réfléchir. Mais l'homme frappa de nouveau la femme, et elle hurla, et quelque chose se brisa en Samuel. Il se leva et descendit la crête. Les hommes le virent venir. Ils se ruèrent sur leurs armes, mais Samuel fut plus rapide. Son premier tir atteignit le plus proche à l'épaule, le faisant pivoter sur lui-même. Le second toucha la jambe de celui qui tendait la main vers un fusil. Le 3e homme, celui qui avait frappé la femme, leva les mains. « Doucement, dit-il. Doucement. On ne veut pas d'ennui. » Samuel continua d'avancer jusqu'à se tenir juste devant lui. Il pouvait voir la cicatrice à présent, courant le long de sa joue gauche. Le chef. Celui qui avait tué Daniel Delorme, tué Maria Rossi, laissé Caroline et ses enfants pour morts. « Vous êtes Victor Renard, dit Samuel. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je sais beaucoup de choses. Je sais ce que vous avez fait à la famille Delorme, à la famille Rossi. Je sais que vous les traquez. » L'expression de Renard changea. La surprise se mua en calcul. « C'est vous qui voyagez avec eux. » L'homme manchot l'a mentionné. Le sang de Samuel se glaça. « Quel homme manchot ?» Un éclaireur qu'on avait envoyé devant.
Il a trouvé des traces menant à une vieille cabane, 5 kilomètres au nord. Renard sourit, montrant des dents jaunies et cassées. Je l'ai renvoyé prévenir les autres. Il devrait arriver là-bas d'ici peu. Samuel agit avant même de réfléchir. La crosse de son fusil s'abattit sur le crâne de Renard, et l'homme s'effondra comme une marionnette au fils coupé. Mais il était déjà trop tard. La cabane. Caroline. Les jeunes. Samuel courut. Ses poumons brûlaient tandis qu'il fonçait à travers la neige. Les branches lui fouettaient le visage. Ses bottes glissaient sur des plaques de glace cachées. Rien de tout cela n'avait d'importance. Rien n'avait d'importance sinon revenir à cette cabane avant qu'il ne soit trop tard. 5 kilomètres. Il les avait parcourus à la chasse. Maintenant, il devait les refaire, plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Le fusil lui battait le dos à chaque foulée. Son cœur cognait si fort qu'il le sentait dans sa gorge. Chaque seconde semblait une éternité. Chaque pas semblait insuffisant. Caroline, Marthe, les jeunes, il n'aurait jamais dû les laisser, n'aurait jamais dû partir chasser seul, n'aurait jamais dû supposer qu'il serait en sécurité quelques heures. Stupide. Négligent. Les mêmes erreurs qui lui avaient coûté Emma. Samuel poussa plus fort, ses muscles hurlant de protestation. Il franchit la dernière crête et vit la cabane en contrebas. De la fumée s'élevait encore de la cheminée. La porte était fermée. Aucun signe de violence. Peut-être était-il arrivé à temps, puis il vit les traces. Des empreintes de bottes fraîches dans la neige, menant de la lisière des bois jusqu'au mur et de la cabane. Au moins 2 hommes, peut-être 3. Ils avaient contourné, approchant par le côté aveugle, là où il n'y avait pas de fenêtre. Samuel ralentit son approche, s'obligeant à réfléchir malgré la panique qui lui griffait la poitrine. S'il enfonçait la porte de front, il serait une cible. S'il tenait les jeunes en otage, tout mouvement brusque pourrait faire tuer quelqu'un. Il devait être malin, patient. Mais la patience n'avait jamais été son fort. Samuel se glissa le long du mur nord de la cabane, le dos plaqué contre les rondins rugueux. Il pouvait entendre des voix à l'intérieur, maintenant. Une voix d'homme, basse et menaçante. La voix de Caroline, ferme mais tendue. Ils ont tout pris il y a des mois. Ne me mentez pas, femme. Renard a dit que vous portiez des objets de valeur. De l'or, des bijoux. Renard est un menteur et un assassin. Ce qu'il vous a raconté est faux. Un bruit sec. Quelqu'un que l'on frappait. La vision de Samuel se voila de rouge. Il contourna l'angle et trouva une fenêtre, volet fermé mais gauchi par l'âge. À travers l'interstice entre les planches, il pouvait voir l'intérieur. 2 hommes. L'un se tenait près de la porte, fusil en main, montant la garde. L'autre tenait Caroline par les cheveux, son visage tordu de douleur. Les jeunes étaient serrés dans un coin, Marthe se tenant devant eux, bras écartés comme un rempart. Henri pleurait, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Rosa avait les yeux fermés très fort, les lèvres remuant en ce qui ressemblait à une prière. Grâce tenait Benoît contre elle, une main sur sa bouche pour le faire taire. Et Caroline, enceinte de 7 mois et à peine remise de la fièvre, refusait de supplier, refusait de céder. « Dernière chance, dit l'homme. Il tira plus fort sur ses cheveux. « Dites-moi où sont les objets de valeur, ou je commence par les petits. » Caroline lui cracha au visage. L'homme leva la main pour la frapper encore. Samuel tira à travers la fenêtre. La balle atteignit l'homme à l'épaule, l'écartant de Caroline dans un cri. Il trébucha, s'effondrant contre la table. Le second homme pivota vers la fenêtre, fusil se relevant. Samuel bougeait déjà. Il heurta la porte de plein fouet, épaule en avant. Le bois éclata vers l'intérieur, et il roula à travers l'ouverture, se redressant accroupi, fusil pointé. Le second homme tira. Le coup partit trop large, traversant le mur à quelques centimètres de la tête de Samuel. Samuel ne manqua pas son tir. L'homme s'effondra, se tenant la jambe, son arme claquant sur le sol. Le premier homme se relevait tant bien que mal, cherchant le pistolet à sa ceinture de son bras valide. Samuel traversa la pièce en 3 enjambées et abattit la crosse du fusil sur son crâne. L'homme s'écroula sans bouger. Silence. Samuel se tenait au milieu de la cabane, la poitrine haletante, les oreilles bourdonnant encore des coups de feu. La fumée dérivait à travers la fenêtre brisée. L'odeur âcre de la poudre emplissait l'air. Puis la voix de Marthe perça la brume. « Monsieur Samuel, vous saignez. » Samuel baissa les yeux. Une tache sombre s'étendait sur son flanc gauche, juste sous les côtes. Il ne l'avait même pas senti. « Ce n'est rien, dit-il. Juste une éraflure. Ce n'est pas rien. » Caroline était debout, s'avançant vers lui malgré ses propres blessures. « Asseyez-vous tout de suite. »« Caroline, je vais bien. Vous n'allez pas bien. Vous êtes blessée par balle. » Elle saisit son bras et le tira vers le feu. « Marthe, la trousse médicale. »« Grâce, il me faut du linge propre. Bougez. » Les jeunes se dispersèrent pour obéir. Samuel tenta de protester,
de faire remarquer que deux hors-la-loi inconscients devaient être ligotés, que d'autres pourraient arriver, qu'il n'avait pas le temps pour cela. Mais les mains de Caroline étaient déjà sur sa chemise, la remontant pour exposer la plaie. Ses doigts étaient délicats mais fermes, palpant les bords de la blessure avec la précision d'un médecin. « Ce n'est pas profond, dit-elle. La balle a traversé la chair, n'a touché rien de vital. Vous avez de la chance. Je ne me sens pas chanceux. Vous êtes vivant. Nous aussi. C'est déjà de la chance. » Marthe apparut avec la trousse médicale. Elle l'ouvrit et disposa les instruments avec la même efficacité que Samuel avait vu chez des infirmières formées. « Je peux recoudre, dit-elle doucement. J'ai vu ma maman le faire une fois, quand papa s'était coupé sur la charrue. » Samuel secoua la tête. « Je vais le faire moi-même. Je l'ai déjà fait. Vous ne pouvez pas recoudre votre propre flanc. Regardez-moi faire, Samuel. » La voix de Caroline était douce, mais inflexible. « Laissez-nous vous aider, je vous en prie. » Il la regarda, le bleu qui se formait sur sa joue là où l'homme l'avait frappé, la peur qu'elle essayait tant de cacher, l'acier sous cette peur. « D'accord, dit-il. Mais il faut faire vite. Il pourrait y en avoir d'autres dehors. » Marthe enfila l'aiguille pendant que Caroline nettoyait la plaie. Samuel serra les dents contre la douleur, se concentrant sur les autres pour rester ancré. Benoît avait enfin cessé de pleurer. Il était assis tout près de Grâce, qui gardait un bras autour de ses épaules, les yeux immenses et fixes. Rosa s'était rapprochée d'Henri et lui tenait de nouveau la main. Tous deux fixaient Samuel comme quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. Et Henri le regardait droit dans les yeux. Vraiment le regardait, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Les lèvres du jeune homme remuèrent. Aucun son n'en sortit, mais Samuel put lire le mot quand même. « En sécurité ?» Samuel hocha la tête. « Oui, petit gars, vous êtes en sécurité. » Les épaules d'Henri se détendirent. Il s'appuya contre Rosa et ses yeux se fermèrent. Marthe passa l'aiguille dans la peau de Samuel. Il siffla mais resta immobile. « Pardon, marmonna-t-elle. Mes mains tremblent. Les miennes aussi. Tremblaient la première fois que j'ai recousu quelqu'un. On s'y habitue. » Marthe travailla en silence un moment, puis, sans lever les yeux. « C'est vrai ce que vous avez dit à Madame Caroline à propos d'être médecin ? » ?»« Oui, c'est vrai. Pourquoi avez-vous arrêté ?» Samuel observa ses petits doigts tirer le fil à travers sa chair, précis malgré le tremblement. « Parce que je n'ai pas pu sauver les gens qui comptaient le plus. Et après ça, sauver quelqu'un d'autre me semblait mal, comme si je ne le méritais pas. » Marthe noua le dernier point et coupa le fil. « C'est bête. » Samuel cligna des yeux. « Pardon ? J'ai dit que c'est bête. » Marthe le regarda enfin, ses yeux bruns farouches. « Vous nous avez sauvés, Henri et moi. Vous avez sauvé Madame Caroline et les autres. Vous venez de nous sauver encore. » Elle pointa un doigt vers sa poitrine. « Vous n'avez pas le droit de décider que vous ne méritez pas d'aider les gens. Pas quand les gens ont besoin d'aide. » Samuel fixa cette jeune femme de 19 ans qui avait survécu à des horreurs qui briseraient la plupart des adultes, qui avait gardé son frère en vie par pure force de volonté, et qui maintenant lui faisait la leçon sur sa propre valeur. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il. « Quand j'ai dû l'être. » Caroline banda la plaie pendant que Samuel se relevait, les mots de Marthe encore résonnant en lui. Il n'aurait rien dû signifier. Ce n'était qu'une jeune femme. Que savait-elle de la culpabilité, de l'échec, du poids des vies perdues? Et pourtant, venant d'elle, ces mots avaient coupé plus profond qu'aucun sermon. « Ces hommes, » dit Samuel en se remettant debout malgré les protestations de Caroline. « Il faut les ligoter avant qu'ils ne se réveillent. » C'est déjà fait. Marthe désigna le coin où les deux bandits gisaient attachés avec de la corde, leurs armes empilées près de la porte. Grâce a aidé. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Grâce rougit et détourna le regard. Samuel vérifia les nœuds, serrés, professionnels. Ces jeunes gens avaient appris à survivre de façon que personne ne devrait connaître. « Il y en a d'autres, dit-il. Le chef, Victor Renard. Je l'ai laissé inconscient à environ 800 mètres à l'est, mais il a mentionné des complices. Un groupe plus important. » Le visage de Caroline pâlit. « Combien? Je ne sais pas. 3 peut-être? Ou une trentaine. Alors il faut partir maintenant. Vous ne pouvez pas voyager. Le bébé. Le bébé mourra si on reste ici et qu'on se fait massacrer. » Caroline saisit son bras. « Je préfère risquer la route que d'attendre que d'autres tueurs nous retrouvent. » Samuel regarda les jeunes, leur visage épuisé et effrayé, Henri qui dormait enfin paisiblement, Rosa qui lui tenait toujours la main. Fuir signifiait risquer la grossesse de Caroline. Rester signifiait risquer toute leur vie. Il n'y avait pas de bon choix. Il n'y en avait jamais eu. « D'accord, dit-il, on part au premier jour. Mais je dois d'abord y retourner. Retourner où? Voir Victor Renard, il sait des choses. Où sont campés ces hommes, combien ils sont, quelle route ils surveillent. Si je peux obtenir ces informations,
Si vous y retournez seul, vous risquez de ne pas revenir du tout. Je sais. La poigne de Caroline se resserra. Alors n'y allez pas, il le faut. Si on part à l'aveugle, on pourrait tomber droit dans une embuscade. C'est le seul moyen. Il doit y avoir un autre moyen, il n'y en a pas. Ils se dévisagèrent, aucun des deux ne voulant céder. Le feu crépitait entre eux. Dehors, le vent avait repris, hurlant à travers la fenêtre brisée. « Alors je viens avec vous, dit Marthe. Les deux adultes se tournèrent pour la fixer. « Non, dit Samuel aussitôt. J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller mes arrières. Je sais tirer. Vous m'avez vu avec le fusil. Tu as déjà perdu trop de monde cette semaine. Je ne veux pas risquer de te perdre aussi. Et j'ai tué plus de lièvres que vous n'en avez sans doute vu de votre vie. Je sais manier une arme, monsieur Samuel, et je sais me faire silencieuse. Vous avez besoin de moi. Je ne peux pas te mettre en danger. Je suis déjà en danger. Nous le sommes tous. » Elle croisa les bras. « Vous avez dit qu'on était une famille maintenant, non? Les familles se protègent entre elles. Ça veut dire que j'ai le droit de vous protéger aussi. » Samuel ouvrit la bouche pour argumenter, mais Caroline parla la première. « Elle a raison. Caroline, je n'aime pas ça non plus, mais elle a raison. Vous ne pouvez pas faire ça seule, et je ne peux pas vous accompagner. Marthe est la seule option. » Samuel regarda Marthe, son expression déterminée, sa façon de se tenir, épaules en arrière, menton levé, le défiant de refuser. Cette force farouche, cette volonté de protéger les siens coûte que coûte, lui serra la poitrine plus qu'il ne l'aurait cru possible. « Bien, dit-il doucement, mais tu restes derrière moi en permanence. Tu ne tires que si je te le dis. Et si les choses tournent mal, tu cours. Tu reviens ici et tu ne regardes pas en arrière. » « Compris ?» Marthe hocha la tête. « Compris. » Samuel récupéra son fusil et vérifia les munitions. 6 cartouches, plus le pistolet à sa hanche avec 5 de plus. Pas grand-chose contre un nombre inconnu d'ennemis, mais cela devrait suffire. « On sera de retour avant l'aube, » dit-il à Caroline. « Gardez le feu bas. N'ouvrez la porte à personne. » Samuel. Caroline saisit sa main tandis qu'il se retournait pour partir. « Revenez-nous, je vous en prie. » Il la regarda, les jeunes rassemblés derrière elle, cette famille improvisée qui était devenue, sans qu'il sache trop comment, sa raison de continuer à se battre. « Je reviendrai, dit-il, et pour la première fois en 3 ans, il le pensait vraiment. La marche vers le campement de renards prit plus de temps dans l'obscurité. Samuel avançait avec prudence, testant chaque pas, conscient de la présence de Marthe juste derrière lui. Elle se déplaçait bien, devait-il admettre, légère, évitant les branches qui craquent et les plaques de glace qui crissent. Cette jeune femme était une survivante née. Ils trouvèrent Renard là où Samuel l'avait laissé, toujours inconscient, affalé contre un arbre. Les 2 autres hommes avaient disparu, probablement enfuis en entendant les coups de feu, ou peut-être partis rejoindre le groupe plus important dont Renard avait parlé. Quoi qu'il en soit, Samuel n'avait pas le temps de les traquer. Il s'agenouilla près de Renard et le gifla fort. Les yeux de Renard s'ouvrirent d'un coup. Il tenta de se jeter en avant, mais Samuel lui avait déjà lié les poignets et les chevilles. « Bonsoir, » dit Samuel. « Vous et moi, on va discuter. » Les yeux de Renard balayèrent les alentours, prenant la mesure de sa situation, ligoté, seul, à la merci d'un homme qui l'avait lésé. Il se mit à rire. « Vous croyez que ça change quelque chose? Mes gars vous retrouveront. Ils trouveront cette cabane et tous ceux qui s'y trouvent. Vos gars sont dispersés. 2 d'entre eux sont ligotés dans la cabane, en ce moment même. 2 autres se sont enfuis quand j'ai commencé à tirer. Il en reste combien? » Le rire de Renard s'éteignit. « Assez. » « Combien ?» Silence. Samuel se pencha, sa voix restant basse et calme, sans céder à la fureur qui bouillonnait en lui. « Je ne suis pas un homme violent de nature, dit-il posément. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de soigner les gens, pas à leur faire du mal. Mais vous menacez des jeunes gens ce soir. Vous traquez une femme enceinte depuis des mois. Vous avez tué son mari, tué ses amis. » Il marqua une pause. « Alors je vais vous demander une dernière fois. Combien d'hommes et où sont-ils » Quelque chose dans le ton de Samuel, dans son calme absolu, sembla plus terrifiant à Renard que n'importe quelle menace criée. La peur passa sur son visage. 7 lâcha-t-il, 7 de plus. Campés à la mine abandonnée de Sauvagnac, à environ 15 km au nord. Ils viennent ici? Pas ce soir. Ils devaient attendre mon signal. Quel signal? Renard hésita. Samuel le regarda fixement, sans un geste. Un feu, dit finalement Renard. 3 feux alignés sur la crête. Ça veut dire qu'on a trouvé les cibles et qu'ils doivent avancer. Et s'il n'y a pas de signal? Ils attendent 3 jours au maximum. Ensuite, ils viennent voir ce qui se passe. Samuel se rassit sur les talons, digérant l'information. 3 jours. Ils avaient 3 jours avant que les hommes de Renard ne viennent chercher. Ce n'était pas beaucoup de temps, mais c'était quelque chose. « Une dernière question, » dit Samuel.
Pourquoi? Pourquoi traquer une veuve et une poignée d'orphelins sur des dizaines de kilomètres? Qu'est-ce qui a tant de valeur chez eux? L'expression de Renard changea. La peur était toujours là, mais autre chose s'y glissait. La cupidité. Le mari de Madame Delorme, Daniel, ce n'était pas juste un instituteur. Il transportait des documents, des actes de propriété pour des terres en Algérie. Des milliers d'hectares que son frère lui avait cédés. De quoi faire fortune auprès du bon acheteur. Ces actes sont cachés quelque part dans cette carriole. On a fouillé chaque recoin, on ne les trouve pas. Elle sait où ils sont, forcément. Samuel pensa à Caroline, à sa fuite désespérée à travers la région avec ses 2 jeunes et un bébé en route. Elle n'avait jamais mentionné d'acte de propriété. Peut-être ne le savait-elle pas. Ou peut-être le savait-elle, et avait-elle été assez avisée pour ne le dire à personne? Dans un cas comme dans l'autre, cela expliquait pourquoi Renard s'était montré si acharné. Ce n'était pas seulement une histoire de vol ou de violence. C'était une question de richesse, de pouvoir. « Merci, dit Samuel. Vous avez été très utile. » Il se releva et se tourna vers Marthe. « On a fini ici. » Et lui? Marthe désigna Renard d'un signe de tête. Samuel considéra la questuée. Une balle, une menace en moins. Personne ne lui en voudrait. Mais il pouvait sentir Emma le regarder, entendre sa voix dans ses souvenirs lui demander pourquoi il était devenu médecin, si ce n'était pour sauver des vies. « On le laisse, » dit Samuel. Attaché comme ça, il ne tiendra pas longtemps dans ce froid. Mais ce n'est pas de mon fait. C'est la nature. C'est un meurtre, gronda Renard. Vous me laissez mourir. Non. Je vous donne la même chance que vous avez donnée à Daniel Delorme. La même chance que vous avez donnée à Maria Rossi. Samuel le regarda droit dans les yeux, plus que vous ne méritez. Il s'éloigna sans se retourner. Marthe le rejoignit. Après quelques minutes, elle parla. Vous auriez pu le tuer. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Samuel réfléchit à la question, à toutes les raisons pour lesquelles il aurait dû appuyer sur la détente, au danger que Renard représentait encore, même ligoté et gelé. Parce que le tuer ne ramènerait pas les gens qu'il a assassinés, ne défera pas la douleur qu'il a causée. Samuel expira lentement, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Et parce que si je commence à tuer pour me simplifier la vie, je ne suis pas sûr de pouvoir m'arrêter un jour. Marthe resta silencieuse un long moment. Mon papa disait que la vengeance est un poison qu'on boit en espérant que ce soit l'autre qui en meure. Un homme sage, ton papa. Il l'était. La voix de Marthe se brisa. Il me manque tous les jours. Samuel posa sa main sur l'épaule de Marthe. Je sais, le mien me manque aussi. Ils marchèrent en silence après cela. 2 survivants, unis par la perte, se frayant un chemin à travers l'obscurité gelée vers quelque avenir qui les attendait. La cabane apparut à l'horizon juste comme la première lueur de l'aube touchait le ciel oriental. De la fumée s'échappait encore de la cheminée. Aucune trace nouvelle dans la neige, sains et saufs. Ils étaient encore sains et saufs. Samuel poussa la porte et trouva Caroline assise près du feu, un fusil sur les genoux. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, mais ils s'illuminèrent en le voyant. « Vous êtes de retour, je vous l'avais promis. »« Je sais, mais je n'y croyais pas vraiment jusqu'à maintenant. » Samuel traversa la pièce et s'agenouilla près d'elle. Sans réfléchir, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux de son visage. « On a 3 jours, dit-il. 3 jours avant que ces hommes viennent chercher. Il faut bouger, mais il nous faut d'abord un plan. Racontez-moi tout. » Samuel lui parla des aveux de Renard, des actes de propriété, des 7 hommes qui attendaient à la vieille mine. Le visage de Caroline traversa plusieurs émotions, tandis qu'elle écoutait. La surprise, la colère, et enfin une sorte de compréhension amère. « Daniel ne me l'a jamais dit, dit-elle, à propos des terres. Son frère nous les avait proposées, mais Daniel disait qu'il voulait gagner notre place par lui-même. Il disait qu'il ne voulait pas dépendre de la charité de quelqu'un d'autre. Peut-être comptait-il vous le dire une fois arrivé en Algérie, peut-être, ou peut-être savait-il que quelqu'un pourrait nous poursuivre et pensait-il que moins j'en saurais, plus je serais en sécurité. » Elle rit, mais sans humour. Il essayait toujours de me protéger, même quand je ne voulais pas être protégé. Savez-vous où pourraient se trouver ces actes? Caroline resta silencieuse un moment. Puis elle porta la main à son corsage et en sortit une petite bourse suspendue à un cordon autour de son cou. Daniel m'a donné ceci la veille de sa mort. Il m'a dit de la garder près de moi et de ne jamais la montrer à personne. Je croyais que c'était sentimental. Une lettre d'amour, peut-être. Je n'ai pas eu le cœur de l'ouvrir depuis. Elle tendit la bourse à Samuel. Il l'ouvrit avec précaution et en sortit un papier plié. Même dans la lumière tamisée, il pouvait distinguer le sceau officiel, l'écriture soignée, les signatures au bas de la page. Un acte de cession pour 2400 hectares en territoire algérien.
Cela vaut une fortune, dit doucement Samuel. Alors qu'ils la prennent. La voix de Caroline était farouche. Qu'ils prennent chaque hectare si cela signifie qu'ils nous laisseront tranquilles. Ça ne marchera pas comme ça. Renard a déjà tué trop de gens. Il ne peut pas laisser de témoins. Alors que faisons-nous? Samuel regarda l'acte dans sa main, la femme devant lui, les jeunes endormis dans le coin, enfin en paix après des jours de terreur. On ne fuit plus, dit-il lentement. On ne se cache plus. On va à Vallombreuse trouver la loi, la vraie loi. Et ensuite, on les traque avant qu'ils ne nous traquent. Caroline le fixa. Vous voulez transformer ça en combat? C'est déjà un combat. Ça l'est depuis qu'ils ont tué votre mari. La seule question, c'est si on se bat selon nos conditions ou selon les leurs. Mais les jeunes ne seront jamais en sécurité tant que Renard et ses hommes ne seront pas arrêtés. Vous le savez. Caroline ferma les yeux. Sa main se posa sur son ventre, où son enfant à naître donnait des coups de pied contre sa paume. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi. Et si on perd? Alors on perd ensemble en famille. » Caroline rouvrit les yeux. Ils étaient brillants de larmes, mais sous les larmes, il y avait autre chose. De la détermination, de la résolution. « D'accord, dit-elle, finissons-en. » Ils quittèrent la cabane au petit jour. Samuel avait chargé les 2 carrioles de tout ce qu'ils pouvaient emporter. Caroline s'assit dans la première avec Grâce, Benoît et la petite Rosa. Marthe conduisit la seconde avec Henri à son côté, les 2 bandits capturés ligotés et bâillonnés à l'arrière. La neige avait cessé de tomber, mais le froid restait mordant. Chaque souffle se muait en buée, chaque parcelle de peau exposée brûlait. Samuel chevauchait en tête sur Brume, son fusil en travers des genoux, ses yeux balayant l'horizon, à la recherche du moindre mouvement. 3 jours. Renard avait dit que ses hommes attendraient 3 jours avant de venir voir. Samuel comptait bien utiliser chaque heure. Vallombreuse se trouvait à une 20aine de kilomètres à l'est, un bourg minier que Caroline estimait à environ 200 âmes, avec une épicerie, une auberge, une église et avec un peu de chance une gendarmerie. Le premier kilomètre passa dans le silence. Les jeunes étaient trop épuisés et effrayés pour parler. Les adultes, trop concentrés sur la survie. Puis la voix tendue de Benoît perça le calme. « Maman, on va mourir ?» Caroline attira son fils plus près, entourant ses petites épaules de son bras. « Non, mon cœur, tout va bien se passer. Mais les méchants vont aller en prison. Monsieur Samuel va s'en assurer. » Benoît tendit le cou pour regarder Samuel chevaucher devant eux. « Monsieur Samuel, c'est un gendarme. Non, il est quelque chose de mieux, c'est un homme bon. » Samuel entendit l'échange mais ne se retourna pas. Sa gorge se serra, ses yeux le piquaient, et il se dit que c'était juste le froid. Ils avaient parcouru près de 7 kilomètres quand Grâce aperçut la fumée. « Maman, regarde. » Une mince colonne grise s'élevait par-delà la crête suivante. Ce n'était pas un feu de camp, trop de fumée pour cela. Quelque chose de plus grand. Samuel retint Brume et leva la main, signalant aux carrioles de s'arrêter. « Restez là, dit-il, je vais vérifier. » Samuel, soyez prudent. Il hocha la tête à l'intention de Caroline et poussa Brume en avant, restant bas sur la selle. Le fusil était déjà dans ses mains, prêt à tirer. Il gravit la crête et s'arrêta. En contrebas se trouvaient les vestiges d'une ferme. La maison brûlait encore, des flammes léchant le toit effondré. La grange n'était déjà plus que charpente noircie et cendre. 2 corps gisaient dans la cour, immobiles. Et debout au milieu de tout cela, se réchauffant les mains au feu qu'il avait allumé, se tenait un homme que Samuel reconnut. Le maigre à la cicatrice. Pichon, l'un des hommes échappés du campement de Renard. Il n'était pas seul. 2 autres hommes se tenaient avec lui, se passant une bouteille, riant de quelque chose que Samuel ne pouvait entendre. 3 contre 1, mauvaise donne. Mais alors Samuel remarqua une silhouette blottée près de la maison en flammes. Une jeune femme, 18 ou 19 ans peut-être, cheveux sombres, vêtements déchirés, vivante mais à peine capable de bouger. Les hommes ne l'avaient pas encore remarquée. Ou peut-être l'avait-il vue et la gardait-il pour plus tard. Dans un cas comme dans l'autre, Samuel ne pouvait pas la laisser là. Il mit pied à terre en silence et descendit la crête en se servant de la fumée comme couverture. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Son flanc blessé le lançait à chaque mouvement. 30 pas, 20, 10. Pichon se retourna. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. La reconnaissance éclaira le visage balafré de Pichon. Samuel tira. La balle atteignit Pichon en pleine poitrine. L'homme chancela en arrière, la surprise figée sur ses traits et s'effondra dans la neige. Les 2 autres se ruèrent sur leurs armes. Samuel fut plus rapide. Son second tir atteignit l'un des hommes à l'épaule, le faisant pivoter. Le 3e plongea derrière un abreuvoir et riposta. Une balle siffla près de l'oreille de Samuel.
Une autre frappa le sol à ses pieds. Il roula derrière un tronc abattu, rechargeant de mains tremblantes de froid et de tension. « Rendez-vous » cria l'homme caché. « Vous êtes en infériorité. Curieux. Je compte 2 d'entre vous encore debout, et l'un des 2 saigne pas mal. » L'homme blessé gémit, se tenant l'épaule. Il ne serait d'aucune aide dans un combat. « Qui êtes-vous » demanda l'homme caché. « Samuel Laurin. C'est moi qui ai laissé votre chef ligoté à un arbre l'autre soir. » Silence, puis un rire dur. « Vous êtes Amslinsil qui protège cette veuve. Renard nous a parlé de vous. Alors vous savez ce qui est arrivé aux hommes qu'il a envoyé la chercher. » Un silence plus long encore. Samuel pouvait presque entendre l'homme calculer ses chances. « Voilà ce qu'on va faire, » cria Samuel. « Jetez votre arme. Sortez les mains en l'air et je vous laisse la vie sauve. Vous pourrez tout raconter au juge sur l'organisation de Renard. Peut-être qu'on sera clément avec vous. Et si je ne sors pas, alors j'attends, j'ai le temps. Vous? Non. Votre ami là-bas perd du sang vite et je parie que vous n'y connaissez rien en médecine. » Une longue pause, puis le bruit du métal heurtant la neige. « D'accord, je sors. » L'homme émergea, main levée. Il était plus jeune que Samuel ne s'y attendait, 22 ou 23 ans peut-être. Un gamin, en réalité. Un gamin qui avait fait des choix terribles. À genoux, ordonna Samuel, main derrière la tête. Le jeune homme obéit. Son visage était pâle, ses yeux passant de Samuel à son compagnon blessé. « Je vous en prie, dit-il, ne me tuez pas. Je ne voulais rien de tout ça. Renard nous a forcés. Gardez ça pour le juge. » Samuel ligota les 2 hommes avec la corde de sa sacoche. Celui qui était blessé avait perdu connaissance à force de saigner, mais son pouls restait assez stable. Il vivrait pour être jugé. Puis Samuel se tourna vers la ferme en flammes. La jeune femme était toujours là, recroquevillée, le regard perdu dans le vide. En approchant, Samuel la vit tressaillir, mais elle ne s'enfuit pas. « Doucement, dit-il d'une voix douce. Je ne te ferai aucun mal. Peux-tu me dire ton nom ?» Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Samuel s'agenouilla à sa hauteur, gardant ses gestes lents et rassurants. « Je m'appelle Samuel, je suis venu t'aider. Tu comprends ?» Un minuscule hochement de tête. « Bien, c'est bien. » Samuel tendit la main. « Tu peux marcher ? Il faut t'emmener quelque part de sûr. » Elle fixa sa main un long moment. Puis, lentement, elle tendit la sienne et la prit. Ses doigts étaient glacés. Samuel l'aida à se relever et la soutint jusqu'à Brume. Un bras passait autour d'elle tant elle tremblait d'épuisement. Alors qu'ils approchaient du cheval, elle parla pour la première fois. Sa voix n'était qu'un souffle. « Ils ont tué ma mère et mon père et mon frère. » La poitrine de Samuel se serra. « Je sais. Je suis désolé. Vous allez les tuer, eux aussi ? Non. Je vais les emmener à des gens qui s'assureront qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. » Elle réfléchit à cela. « Bien, dit-elle enfin. Tuer, c'est mal. Ma mère le disait toujours. Alors ta mère avait raison. » Ils retournèrent vers les carrioles. Quand Caroline la vit au bras de Samuel, son visage se décomposa. « Oh, ma pauvre, venez ici. » Elle descendit de la carriole et tendit les bras vers la jeune femme, qui vint vers elle sans hésitation, enroulant ses bras autour du cou de Caroline et enfouissant son visage dans son épaule. « Sa famille ?» demanda Caroline doucement. Samuel secoua la tête. Caroline ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes et de fureur. « Combien ?» demanda-t-elle. « Combien de vies encore ces monstres vont-ils détruire ? Plus aucun. Pas si j'ai mon mot à dire. » Ils installèrent les 2 nouveaux prisonniers dans la seconde carriole. Le plus jeune, dont le nom se révéla être Élie, se mit à parler presque aussitôt, avouant tout. Non, emplacement, plan, tout se déversait dans un flot terrifié. « Renard mène cette affaire depuis 2 ans, dit Élie. Il attaque les convois, les fermes isolées. Quiconque semble facile à dépouiller. Il prend leurs biens, puis il tue tout le monde de toute façon. Combien d'hommes a-t-il ? On était 12 au début de l'hiver. 7 maintenant, après votre petit carnage. » La voix d'Élie tenait une note de respect contraint. Jamais vu personne éliminer autant des gars de Renard tout seul. Où est le camp principal ? Vieille mine de Sauvagnac, 15 kilomètres au nord d'où vous nous avez trouvés. Mais ils ne resteront pas là longtemps. Renard a une planque de secours au cas où les choses tourneraient mal. Une chapelle abandonnée à 5 kilomètres de Vallombreuse. Samuel rangea cette information dans un coin de sa tête. Si les hommes de Renard réalisaient que leurs éclaireurs ne revenaient pas, ils pourraient se replier sur cette planque de secours, coupant la route vers le bourg. Il fallait avancer plus vite. « On file vers Vallombreuse », annonça Samuel. « Poussez les chevaux autant qu'ils peuvent tenir. Il faut atteindre le bourg avant la tombée de la nuit. »« Les bêtes sont épuisées », fit remarquer Marthe. « Elles ne tiendront pas. Elles tiendront. Il le faut. » Les heures suivantes se fondirent en un long brouillard. Les carrioles grinçaient et gémissaient sur le sol gelé.
Les chevaux trébuchaient mais continuaient, portés par un désespoir qui semblait se transmettre des humains aux bêtes. Les jeunes devinrent plus silencieux à mesure que la journée avançait. Même Benoît cessa de poser des questions, sentant que quelque chose d'important se jouait, quelque chose qui requérait toute l'attention des adultes. La nouvelle venue, dont ils apprirent qu'elle s'appelait Joséphine, refusa de lâcher Caroline. Elle se cramponnait à la femme enceinte comme une noyée à une planche flottante. Caroline la tint serrée contre elle et chanta doucement. De vieux cantiques, des berceuses, des chansons d'un monde qui semblait très lointain. Samuel chevauchait devant, poussant Brume à ses limites. Son flanc lançait là où la balle l'avait éraflé. Ses mains étaient engourdies de froid. Chaque muscle de son corps réclamait le repos, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas alors qu'ils étaient si proches. Vallombreuse apparut à l'horizon juste comme le soleil touchait les montagnes à l'ouest. Le bourg était plus grand que Samuel ne s'y attendait, 50, peut-être 60 bâtiments le long d'une rue principale. Des trottoirs de bois bordaient les deux côtés. Un clocher d'église se dressait à une extrémité, un château d'eau à l'autre, et au centre du bourg, un bâtiment aux fenêtres grillagées portant une enseigne « Gendarmerie ». Samuel sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, de l'espoir, fragile et incertain, mais réel. Ils entrèrent dans le bourg comme des rescapés d'une guerre. Les carrioles cahotaient sur la rue principale, attirant les regards des habitants. Un homme sortit de l'épicerie et se figea, la bouche grande ouverte. Une femme rassembla ses enfants et se hâta de rentrer chez elle. Samuel mit pied à terre devant la gendarmerie et poussa la porte. Un homme était assis derrière un bureau balafré, les pieds posés dessus, un journal entre les mains. Il leva les yeux en voyant entrer Samuel, son expression passant de l'agacement à la curiosité. « Je peux vous aider, étranger ? J'ai besoin du commissaire. »« C'est moi. » L'homme reposa le journal et se leva. Il était grand, large d'épaules, avec une moustache épaisse et un regard perçant. Un insigne était épinglé à son gilet. « Commissaire Thomas Bourget. Et vous êtes ?» Samuel Laurin. « J'ai 4 prisonniers dehors qui appartiennent à une bande qui terrorise cette région. Le chef s'appelle Victor Renard. J'ai des témoins, des aveux, des preuves de meurtre, de vol et d'enlèvement. » Les sourcils de Bourget se levèrent. « Victor Renard. Vous êtes sûr de ce nom ?»« Certain. L'un de ces hommes a tout avoué. Emplacement, effectif, projet. » Le commissaire se mettait déjà en mouvement, attrapant son manteau et son chapeau accrochés près de la porte. « Montrez-moi. » Ils sortirent ensemble. Bourget jeta un regard aux prisonniers, à Caroline et aux enfants, aux survivants aux yeux creux entassés dans 2 carrioles délabrées, et sa mâchoire se crispa. « Bon sang, qu'est-il arrivé à ces gens ?» Renard leur est arrivé. Ces hommes traquent Madame Delorme depuis 3 mois. Ils ont tué son mari. Tué d'autres familles. Samuel marqua une pause. Ils vendent les survivants comme main-d'œuvre forcée aux mines du Sud quand ils ne les tuent pas. Le visage de Bourget blêmit. Vendre des innocents. Le prisonnier Élie confirmera tout. Le commissaire se tourna vers l'un des habitants qui s'étaient rassemblés pour regarder. « Jacob, va chercher le docteur Perrin. Dis-lui qu'on a des blessés et des malades. » Plusieurs enfants. Il se tourna vers un autre. « Marie, ouvre l'église. Il nous faut un endroit chaud pour installer ces gens. » Le bourg se mobilisa avec une rapidité surprenante. En 1 heure, Caroline et les jeunes étaient installés dans l'église, enveloppés de couvertures, avec de la nourriture chaude et un feu ronflant. Le docteur Perrin, un homme aux cheveux gris et aux mains douces, examina chacun d'eux à tour de rôle. « La femme enceinte a besoin de repos, » dit-il à Samuel. « Repos complet au lit. Elle a trop enduré. Le moindre stress supplémentaire et elle pourrait perdre l'enfant. Peut-elle être déplacée ? Pas avant 1 semaine au moins, probablement 2. Samuel hocha la tête, il s'y attendait. Le commissaire Bourget avait emmené les prisonniers à la prison et mené des interrogatoires préliminaires. Il retrouva Samuel dans l'église, montant la garde sur les jeunes endormis. « Le jeune, Élie, chante comme un rossignol, » dit Bourget. « Tout ce que vous m'avez dit se confirme. Renard a 7 hommes restants à la mine de Sauvagnac. Ils attendent un signal qui ne viendra pas. Ils vont bouger bientôt, quand ils comprendront que leurs éclaireurs ont disparu. J'ai déjà envoyé chercher le procureur régional. Il est basé à Riom-les-Bains, peut-être 2 jours de route, mais je ne peux pas attendre aussi longtemps. » L'expression de Bourget était grave. « J'ai 4 gendarmes, de bons hommes, mais pas assez pour assaillir une position fortifiée. Et les habitants du bourg, des mineurs surtout, des commerçants, quelques éleveurs. Ils se battront s'il le faut, mais ce ne sont pas des soldats. » Samuel regarda les jeunes, Marthe, qui s'était endormie assise, les mains encore posées sur le fusil qu'elle avait insisté pour garder. Henri et Rosa, blottis l'un contre l'autre comme 2 moitiés d'un même être.
Grace et Benoît, enroulés autour de leur mère. Joséphine, la plus récente d'entre eux, qui s'était endormie en pleurant contre l'épaule de Caroline. « J'irai, dit Samuel. » Bourget le fixa. « Seul, contre 7 hommes armés. Je connais le terrain. Je connais leur position. Et j'ai quelque chose qu'ils n'attendent pas. » Quoi donc? La mâchoire de Samuel se crispa. Plus rien à perdre. C'est du suicide. Peut-être. Mais si je n'y vais pas, ils se disperseront, disparaîtront dans la région, recommenceront ailleurs, blesseront d'autres gens, détruiront d'autres familles. Samuel soutint le regard du commissaire. J'ai passé 3 ans à fuir la mort. Je crois qu'il est temps que je commence à courir vers quelque chose, pour changer. Bourget resta silencieux un long moment. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet métallique, un insigne d'adjoint. Si vous devez faire ça, dit-il, faites-le avec l'autorité de la loi derrière vous. Levez la main droite, Samuel hésita, puis il leva la main. Jurez-vous de faire respecter les lois de ce territoire, de protéger les innocents et de traduire les coupables en justice? Je le jure. Bourget épingla l'insigne sur la poitrine de Samuel. Alors, allez chercher ces salopards, adjoint Laurin. Samuel hocha une fois la tête. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Caroline était réveillée. Elle avait observé tout l'échange. Vous partez, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il le faut, je sais. Elle se redressa avec effort. Venez ici. Samuel traversa la pièce et s'agenouilla près d'elle. Caroline leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant les lignes de fatigue et de douleur. Revenez-moi, murmura-t-elle. Vous m'entendez, Samuel Laurin. Revenez à moi et à ses enfants. Je le ferai. Promettez-le-moi. Samuel pensa à toutes les promesses qu'il avait faites et brisées, à sa femme, à Emma, à lui-même. Mais en regardant Caroline, le feu dans ses yeux, l'acier dans sa voix, il découvrit qu'il croyait en ses propres mots. Je le promets. Elle l'attira contre elle et l'embrassa. C'était bref, désespéré, chargé de tout ce qu'aucun des deux n'avait le temps de dire. Quand ils se séparèrent, Marthe se tenait à leur côté. « Je viens avec vous, dit-elle. »« Non, Marthe, pas cette fois. » Samuel lui prit les épaules. « J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin que tu les protèges. »« Tu peux faire ça ?» La lèvre de Marthe trembla. Pour un instant, elle ressembla exactement à ce qu'elle était, une jeune femme qui avait déjà trop perdu. « Et si vous ne revenez pas ? Alors, tu continues d'avancer. Tu prends soin de Madame Caroline et des autres. Tu construis une vie. Tu ne laisses pas le chagrin gagner. » Il l'attira dans une étreinte farouche. « Mais je compte bien revenir, alors garde un peu la foi. » Marthe le serra fort en retour. « Je déteste ça, je sais. » Moi aussi. Samuel la relâcha et se leva. Il regarda chacun d'eux tour à tour. Rosa, encore endormie. Henri, qui l'observait de ses yeux silencieux et connaisseurs. Grace et Benoît, serrés l'un contre l'autre. Joséphine, la petite dernière de leur famille brisée. « À bientôt, dit-il. » Puis il sortit dans la nuit. Le trajet vers la mine de Sauvagnac prit 4 heures. Samuel poussa Brume durement, suivant les indications qu'Élie lui avait données, naviguant à la lueur des étoiles et à l'instinct. La mine était exactement là où Élie l'avait dit. Une ancienne exploitation d'argent, abandonnée quand le filon s'était tari. L'entrée du puits principal béait comme une bouche sombre dans le flanc de la colline. Autour, un groupe de bâtiments en bois, dortoirs, cuisine, remise à outils et des gardes. 2 hommes patrouillaient le périmètre, fusil en main. Samuel mit pied à terre à 400 mètres de distance et approcha à pied. La neige étouffait ses pas. L'obscurité masquait ses mouvements. Il neutralisa le premier garde par une clé au cou, abaissant le corps inconscient au sol sans bruit. Le second tomba de la même façon. Restaient 5 hommes. Samuel se glissa vers le dortoir. De la lumière filtrait à travers les fentes des murs de bois. Des voix se répandaient au dehors. Des rires, des bouteilles qui s'entrechoquaient. Ils célébraient quelque chose. Ils pensaient sans doute avoir encore un jour ou 2 avant que quiconque ne vienne les chercher. Ils avaient tort. Samuel se posta devant la porte. Il prit une profonde inspiration, la relâcha lentement. Puis, il enfonça la porte d'un coup de pied. Les secondes qui suivirent furent chaotiques. Samuel tira 2 fois avant que quiconque ne puisse réagir, mettant 2 hommes à terre. Un 3e se rua sur son arme et reçut une balle à la jambe. Le 4e parvint à tirer un coup, mais le tir partit large, traversant le mur derrière la tête de Samuel. La riposte de Samuel, elle, ne manqua pas sa cible, restait un homme debout. Le plus grand du groupe, une montagne de muscles et de rage, qui chargea sur Samuel à main nue. Samuel esquiva et abattit la crosse de son fusil sur l'arrière du crâne de l'homme. Le colosse s'effondra comme un arbre abattu. Silence. Samuel se tenait au milieu du dortoir, la poitrine haletante, les oreilles bourdonnant encore des coups de feu. 5 hommes à terre, 2 morts, 3 blessés. Mais quelque chose clochait. Le compte ne correspondait pas. Élie avait parlé de 7 hommes à la mine.
Samuel avait neutralisé 2 gardes et 5 dans le dortoir. 7. Mais Élie avait aussi mentionné Victor Renard. Et Samuel avait laissé Renard ligoté à un arbre 3 jours plus tôt, à moins que quelqu'un ne l'ait retrouvé. Détaché. À moins que Renard ne soit déjà, Samuel entendit le clic d'un chien qu'on armait, juste derrière lui. Retournez-vous lentement. Samuel se retourna. Victor Renard se tenait dans l'embrasure de la porte, un pistolet pointé sur la poitrine de Samuel. Son visage était gris de gelure, ses mains tremblaient de froid et de rage, mais ses yeux brûlaient de haine. « Vous auriez dû me tuer quand vous en aviez l'occasion, » dit Renard. « Maintenant vous allez mourir, et ensuite j'irai retrouver cette femme enceinte et ses enfants. Je les ferai souffrir pour chaque homme que vous avez tué ce soir. »« Non, » dit Samuel calmement, « vous ne ferez rien. Vous n'êtes pas en position de... » Le coup partit de l'extérieur, à travers la fenêtre. Un tir net qui arracha le pistolet de la main de Renard. Renard hurla et se tint les doigts brisés. Samuel bondit avant que l'homme ne puisse se ressaisir, lui assenant un coup de poing à la mâchoire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Renard s'effondra et ne se releva plus. Samuel se tourna vers la fenêtre. Le commissaire Bourget franchissait la vitre brisée, un fusil encore fumant entre les mains. Derrière lui, 4 gendarmes se répandaient dans la pièce, maîtrisant les prisonniers restants. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu de renfort, » dit Bourget. Samuel le dévisagea. « Vous m'avez suivi. Je ne pouvais pas laisser mon nouvel adjoint se faire tuer dès sa première nuit ici. » Bourget sourit d'un air sombre. « Et puis, cette région doit justice à ses enfants. J'ai pensé que je devrais aider à leur rendre. » Samuel regarda Victor Renard, inconscient sur le sol, la bande de meurtriers et de trafiquants enfin vaincus, l'insigne toujours épinglé sur sa poitrine. « C'est fini, » dit-il. Les mots sonnaient étrangement dans sa bouche. « C'est vraiment fini. » Pas tout à fait. Bourget rengaina son fusil. Il reste à ramener toute cette vermine au bourg, à les faire juger, face aux conséquences. Il regarda Samuel. Et ensuite, adjoint Laurin, vous avez une famille qui vous attend. Samuel pensa à Caroline, à Marthe et aux enfants, à la promesse qu'il avait faite. Oui, dit-il, j'en ai une. Le trajet de retour vers Vallombreuse prit 2 fois plus de temps que l'aller. Les prisonniers ralentissaient la colonne et les blessés exigeaient des arrêts fréquents pour l'eau et le repos. Samuel ne s'en formalisait pas. Chaque kilomètre parcouru lui semblait un poids de moins sur les épaules. Victor Renard chevauchait enchaîné au centre de la colonne, sa main brisée enveloppée de bandages, ses yeux rivés sur Samuel avec une haine tenace. Il n'avait pas prononcé un mot depuis la mine. N'en avait pas eu besoin. Son silence disait tout. Mais Samuel ne se souciait plus de la haine de Renard. L'homme était fini. Sa bande était brisée. Les jeunes étaient en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Ils atteignirent le bourg juste après midi, le 2e jour. La nouvelle les avait précédés, et la rue principale était bordée d'habitants venus assister au retour. Certains applaudirent, d'autres restèrent dans un silence grave, observant les prisonniers défiler vers la prison. Samuel ignora tout cela. Ses yeux ne cherchaient qu'une seule chose dans la foule. Il la trouva sur le perron de l'église. Caroline se tenait là, les jeunes rassemblés autour d'elle, une main posée sur son ventre gonflé. Marthe était à son côté, se tenant droite et fière. Henri et Rosa se donnaient la main. Grâce portait Benoît sur la hanche. Joséphine se tenait tout près de Caroline, jetant des regards prudents vers l'agitation, les yeux écarquillés. Quand Caroline vit Samuel, son visage se froissa. Des larmes ruisselèrent sur ses joues, mais elle souriait, riait et pleurait en même temps. Samuel mit pied à terre et marcha vers elle. La foule s'écarta pour le laisser passer. Il entendit des murmures, des bribes de conversation, mais rien ne s'imprima vraiment en lui. Il s'arrêta au pied des marches, soudain incertain. Après tout ce qu'ils avaient traversé, il ne savait pas comment franchir cette dernière distance. Caroline fit le choix à sa place. Elle descendit les marches et se jeta dans ses bras, le serrant fort malgré son ventre entre eux. Samuel enfouit son visage dans ses cheveux et respira son parfum, un mélange de fumée, de savon et de quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. « Vous êtes revenu, murmura-t-elle. Je l'avais promis. Je sais, mais j'avais tellement peur de vous avoir perdu. Vous ne m'avez pas perdu. » Samuel recula assez pour la regarder. « Vous ne me perdrez pas, Caroline. Pas maintenant. Jamais. » Marthe apparut à leur côté. Ses yeux étaient rouges, mais son menton restait ferme. « Ça vous en a pris, du temps, » dit-elle. Samuel rit. C'était un son étrange, rouillé par l'absence de pratique, mais réel. « J'avais des affaires à régler. Vous les avez tous eues ? Tous, jusqu'au dernier. » Marthe hocha lentement la tête. «
Puis, sans prévenir, elle se jeta contre Samuel et le serra fort. « J'étais inquiète », avoua-t-elle contre sa poitrine. « Je déteste être inquiète. Je sais. Je suis désolée. Ne sois pas désolée. Ne recommence pas. C'est tout. » Les autres enfants se rassemblèrent autour d'eux. Grace et Benoît, timides mais pleins d'espoir. Rosa, qui avait appris quelques mots de français en plus et les employait à présent. « En sécurité », dit-elle en pointant Samuel du doigt. « Homme en sécurité. » Henri s'avança le dernier, le jeune homme silencieux qui n'avait pas parlé depuis qu'il avait vu ses parents mourir. Il leva les yeux vers Samuel avec ses yeux profonds et connaisseurs. Et alors il parla. Un seul mot, à peine un souffle, mais qui frappa Samuel comme un coup de tonnerre. « Papa ». Samuel s'agenouilla à la hauteur d'Henri, la gorge trop serrée pour parler. Il hocha la tête, espérant qu'Henri comprendrait. Henri hocha la tête à son tour. Puis il se glissa dans les bras de Samuel et s'y accrocha. Le procès s'ouvrit 3 semaines plus tard. Le juge Étienne Fabre arriva de Riom-les-Bains, un homme distingué dans la soixantaine, les cheveux gris acier et le regard aiguisé qui semblait percer tous les mensonges. Il avait étudié le droit après des années passées à défendre les plus démunis, et sa réputation d'équité était connue dans toute la région. La salle d'audience était bondée. Chaque siège occupé, chaque pouce d'espace debout pris. Des gens étaient venus de kilomètres à la ronde pour assister à ce que justice soit rendue. Samuel était assis au premier rang avec Caroline à son côté. Les jeunes se trouvaient à la pension avec l'épouse du docteur Perrin qui s'était porté volontaire pour les surveiller durant les audiences. Victor Renard fut amené enchaîné. Il paraissait diminué, plus petit qu'il ne l'avait été dans la nature. L'homme qui avait terrorisé des familles et assassiné des innocents semblait à présent pitoyable, brisé. Les témoignages durèrent 2 jours. Élie, le jeune hors-la-loi qui avait tout avoué, parla en premier. Il détailla les opérations de la bande, les familles attaquées, les survivants vendus aux exploitations minières. Sa voix tremblait, mais il ne cacha rien. Caroline témoigna ensuite. Elle raconta au tribunal le meurtre de Daniel, le sacrifice de Maria Rossi, les mois de terreur et de fuite. Sa voix ne vacilla jamais. Samuel fut appelé en dernier. Il décrivit sa rencontre avec Marthe et Henri, sa rencontre avec Caroline, les attaques, les fuites, les affrontements. Il parla de la jeune femme retrouvée à la ferme incendiée, des aveux qu'il avait arrachés à Renard, du raid sur la mine. Quand il eut terminé, le juge Fabre resta silencieux un long moment. « Monsieur Laurin, dit finalement le juge, le commissaire Bourget me dit que vous étiez médecin avant tout cela. Est-ce vrai ?»« Oui, monsieur le juge. Dans une autre vie. Et vous y avez renoncé. Pourquoi ?» Samuel jeta un regard à Caroline. Elle hocha la tête, l'encourageant. « J'ai perdu ma famille, dit Samuel doucement. Ma femme et ma fille, à une maladie que je n'ai pas su guérir. Après cela, je n'ai plus senti que je méritais de soigner qui que ce soit. Et maintenant ?» Samuel pensa à la question, à Marthe recousant sa plaie de main ferme, à Caroline lui tenant le visage et lui disant de revenir, à Henri parlant pour la première fois depuis des mois. « Maintenant, je sais que j'avais tort, dit-il. Fuir la douleur ne la fait pas disparaître. Cela veut simplement dire qu'on est seul quand elle vous rattrape. » Le juge Fabre hocha lentement la tête. « Le tribunal vous remercie pour votre témoignage, monsieur Laurin, et pour votre dévouement à cette communauté. » Le verdict tomba rapidement. Victor Renard et ses hommes survivants furent reconnus coupables sur tous les chefs d'accusation. Meurtre, vol, enlèvement, réduction en esclavage. Renard fut condamné à la peine capitale. L'exécution eut lieu 1 semaine plus tard. Samuel n'y assista pas. Ni Caroline, ni les jeunes. Ils avaient assez vu de mort. Ils n'avaient pas besoin d'en voir davantage. Ils passèrent cette matinée-là ensemble à la pension, à faire des projets pour l'avenir. Les actes de propriété, dit Caroline en étalant les documents sur la table. 2400 hectares en Algérie, cédés avant qu'on quitte la Normandie. C'était censé être notre nouveau départ. Samuel étudia les papiers. C'est beaucoup de terre, trop pour une seule personne à gérer, mais peut-être pas pour une famille. Elle le regarda. La question flottait entre eux. Caroline, commença Samuel. Attendez, elle leva la main. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, il faut que vous compreniez quelque chose. J'ai aimé Daniel, c'était un homme bon, et je l'ai pleuré. Je le pleure encore, je sais. Mais il est parti. Et vous êtes là. Vous avez sauvé mes enfants. Vous m'avez sauvé. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à ressentir des choses que je ne m'attendais pas à ressentir. Caroline, je ne vous demande pas de le remplacer. Je ne vous demande pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous demande simplement si peut-être, éventuellement, vous voudriez bâtir quelque chose avec nous. Un foyer, une famille, un avenir. Samuel resta silencieux un long moment.
Il pensa à Emma, à sa femme qu'il avait enterrée, au chagrin qu'il avait consumé pendant 3 ans. Mais il pensa aussi à Marthe montant la garde sur les plus jeunes, fusil en main, à Henri retrouvant enfin sa voix, à Rosa apprenant à sourire de nouveau, à Grace et Benoît et Joséphine guérissant de façon qu'il n'aurait jamais cru possible. Et il pensa à Caroline, à sa force, à son feu intérieur, à la façon dont elle le regardait comme s'il valait quelque chose. « Je ne suis pas un homme facile, dit lentement Samuel. J'ai des cicatrices, visibles et autres. Je dors mal. Je me tais quand je devrais parler. J'éloigne les gens quand ils s'approchent trop. Je sais, et ça m'est égal. Les jeunes, ils seraient miens aussi, légalement, si vous le voulez. Même Marthe et Henri, même Rosa et Joséphine. » Caroline sourit. C'était la chose la plus belle que Samuel eût jamais vue. Surtout eux. Ils ont besoin d'un père. Vous avez besoin d'enfants. Ça me semble un échange équitable. Samuel fouilla dans sa poche et en sortit l'insigne que le commissaire Bourget lui avait remis. Il le retourna entre ses doigts, regardant la lumière jouer sur le métal. « Bourget m'a proposé un poste permanent, dit-il. Adjoint de la gendarmerie de Vallombreuse. Une paix régulière, du respect, une chance de faire du bien. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que j'y réfléchirai. » Samuel posa l'insigne sur chose aussi. Le docteur Perrin vieillit. Il dit qu'il a besoin d'aide. Quelqu'un pour prendre la relève quand il prendra sa retraite. Le souffle de Caroline se coupa. « Samuel, êtes-vous en train de dire... » « Je dis qu'il est peut-être temps que j'arrête de fuir qui je suis. Peut-être qu'il est temps que je redevienne médecin. » Il la regarda. « Si vous voulez bien de moi, si vous voulez bien m'aider. » Caroline tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Samuel Laurin, dit-elle, ce sera un honneur de vous aider à devenir qui vous voulez être. » Ils se marièrent 2 semaines plus tard dans la petite église au bout de la rue principale de Vallombreuse. Ce ne fut pas une cérémonie fastueuse. Caroline portait une robe empruntée. Samuel avait passé sa chemise la plus propre. Le commissaire Bourget servit de témoin. L'épouse du docteur Perrin joua les demoiselles d'honneur. Mais l'église était pleine. Des habitants qui avaient assisté à leur arrivée. Des mineurs qui avaient entendu l'histoire. Des familles des fermes voisines qui avaient vécu dans la peur de la bande de renards et se sentaient de nouveau en sécurité. Et au premier rang, 7 jeunes gens assis en ligne. Marthe se tenait avec la dignité d'une personne bien plus âgée que ses 19 ans. Henri à son côté, sa main dans celle de Rosa, un petit sourire sur le visage. Grace et Benoît, débarbouillés et vêtus de neuf. Joséphine encore timide, mais qui ne sursautait plus au moindre bruit. Et dans les bras de Caroline, un nouveau-né. Elle était arrivée 3 jours avant le mariage, au petit matin. Le docteur Perrin l'avait mise au monde avec l'assistance de Samuel, ses gestes de médecin lui revenant comme une mémoire ancienne des mains. Cela s'était bien passé, sans complications, et Caroline avait pleuré de soulagement en tenant sa fille contre elle pour la première fois. Elle l'appela Espérance. « Bien chers frères et sœurs » commença le prêtre. Samuel entendait à peine les mots. Il était trop occupé à regarder Caroline, ses yeux brillants de larmes retenues, son sourire rempli d'une joie qu'il avait cru ne plus jamais pouvoir ressentir. Quand vint le moment des vœux, la voix de Samuel resta ferme. « Moi, Samuel-Édouard Laurin, je te prends, Caroline Delorme, pour épouse, dans la maladie et dans la santé, dans la joie et dans la peine, aussi longtemps que nous vivrons tous deux. » La voix de Caroline trembla, mais tint bon. « Moi, Caroline Marie Delorme, je te prends, Samuel-Édouard Laurin, pour époux. Je promets de me tenir à tes côtés, de me battre avec toi, de bâtir une vie avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Le prêtre sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Monsieur Laurin, vous pouvez embrasser votre épouse. » Samuel l'embrassa. Ce fut doux et tendre et cela ressembla à un retour chez soi. L'église explosa en acclamations, mais ce fut la voix de Marthe qui domina toutes les autres. « Bon, enfin, on peut manger le gâteau maintenant. » Le printemps vint lentement à cette terre d'Algérie où il s'était finalement établi, sur ces hectares que Daniel avait légués sans jamais avoir pu les fouler lui-même. La neige des Cévennes qu'ils avaient traversées en chemin avait fondu depuis longtemps. Ici, la chaleur montait tôt, révélant une terre ocre et de premières pousses tenaces de verre. La vie revenait sur cette terre nouvelle. Le domaine des Laurins se dressait au pied d'une douce colline, entourée de 2400 hectares de possibilités. La maison principale était modeste mais solide, bâtie par les mains de Samuel avec l'aide de voisins et de ses jeunes. 2 étages, 4 chambres, une cuisine assez grande pour une famille de 9. Caroline se tenait sur le porche, la petite Espérance dans les bras, regardant les autres s'affairer dans la cour. Marthe apprenait à Henri et Rosa à lancer le lasso autour d'un piquet de clôture.
Sa technique s'améliorait, bien qu'elle marmonnât encore à chaque tir manqué. Henri parlait plus souvent, à présent, de courtes phrases qui s'allongeaient chaque semaine. Rosa était devenue sa traductrice, comblant les silences d'un mélange de français et d'italien qui, d'une manière ou d'une autre, se comprenaient parfaitement. Grace et Benoît se poursuivaient dans les hauts d'herbe, leur rire porté par le vent. Joséphine suivait à un pas plus tranquille, s'arrêtant tous les quelques mètres pour examiner une fleur, un insecte, ou quelque autre merveille qui attirait son regard. Et assis sur les marches du porche, sa trousse médicale à ses pieds, se trouvait Samuel. Il avait rouvert son cabinet 3 mois plus tôt. Rien de formel, pas de bureau, pas d'enseigne, juste un homme avec un savoir-faire et une volonté d'aider. La nouvelle s'était vite répandue, et à présent les gens venaient de kilomètres à la ronde quand ils avaient besoin d'un médecin. Il faisait encore des cauchemars parfois, se réveillait dans le noir, cherchant Emma, ne trouvant que l'air vide. Mais le chagrin ne le dévorait plus. C'était devenu autre chose. Une cicatrice, pas une plaie ouverte. Un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait trouvé. Une pièce pour tes pensées, dit Caroline, s'installant dans le rocking chair à son côté. Je pense juste à tout ce qui a changé. De bons changements. Samuel regarda Marthe réussir enfin un lancer parfait, la corde retombant proprement sur le piquet. Elle poussa un cri de triomphe qui fit s'envoler une volée d'oiseaux d'un arbre proche. Oui, dit-il, de bons changements. Caroline s'appuya contre son épaule. Espérance émit un petit son dans son sommeil, ses petits poings se serrant et se desserrant. « J'ai reçu une lettre du juge Fabre hier, dit Caroline. Les papiers d'adoption ont été approuvés. Tous les 7 sont légalement les nôtres, à présent. » La gorge de Samuel se serra. Il savait que cela arrivait, avait signé les documents des semaines plus tôt, mais l'entendre dit à voix haute le rendait réel d'une manière que rien d'autre n'avait fait. « Les 7, répéta-t-il. Marthe, Henri, Rosa, Grace, Benoît, Joséphine et Espérance. Les enfants lorrains, les enfants lorrains. Samuel fit rouler les mots dans sa bouche. J'aime bien comme ça sonne. Moi aussi. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, observant les jeunes, écoutant le vent bruire dans les herbes. Puis Marthe grimpa les marches en trombe, le visage rougi d'excitation. Papa, tu as vu? Je l'ai réussi. Parfait. Elle avait commencé à l'appeler ainsi 1 mois plus tôt. La première fois Samuel avait failli en pleurer. J'ai vu, dit-il, un beau lancer. Henri veut essayer maintenant, mais il a peur de la corde. Tu peux venir lui montrer? Je crois que tu t'en sors très bien sans moi. Mais il te fait plus confiance. Il te fait confiance pour tout. Samuel regarda son épouse. Caroline sourit et fit un signe de tête vers la cour. Vas-y. Ils ont besoin de leur père. Père. Encore un mot qui autrefois avait semblé impossible. Samuel se leva et suivit Marthe dans les marches. Henri attendait près de la clôture, la corde enroulée nerveusement entre ses mains. Rosa se tenait à ses côtés, l'encourageant dans sa manière bilingue. « Bien, mon fils, dit Samuel, s'accroupissant à la hauteur d'Henri. Laisse-moi te montrer comment on fait. » Il prit les mains du jeune homme et guida son geste. Le premier lancer d'Henri passa loin, le deuxième aussi. Mais au 3e essai, la corde attrapa le piquet et tint bon. Le visage d'Henri s'illumina du plus grand sourire que Samuel eût jamais vu. « J'ai réussi, dit-il. Papa, j'ai réussi. C'est vrai, mon garçon? Je suis fier de toi. » Les autres enfants accoururent pour célébrer. Grace serra Henri dans ses bras. Benoît réclama son tour. Rosa affirma qu'elle pouvait faire mieux, ce qui déclencha une gentille dispute que Samuel dut arbitrer. Debout là, entouré de rires, de chaos et d'amour, Samuel ressentit quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. La paix, ce soir-là, après le dîner, la famille se rassembla autour de la cheminée. C'était devenu un rituel. Chaque soir, une fois le repas terminé et la vaisselle rangée, ils se retrouvaient tous ensemble pour se raconter des histoires. Parfois Samuel racontait des souvenirs de ses années de médecine. Parfois Caroline évoquait des aventures de son enfance en Normandie. Parfois les jeunes inventaient des récits extravagants de hors-la-loi et de trésors cachés. Ce soir-là, c'était au tour de Marthe. Elle se leva devant le feu, son visage éclairé par les flammes dansantes, sa voix claire et assurée. Il était une fois, commença-t-elle, une fille qui avait tout perdu. Sa maman, son papa, sa maison. Elle croyait être seule au monde. Elle croyait que plus personne ne voudrait jamais d'elle. Les plus jeunes se penchèrent en avant, captivés. Mais alors, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un homme qui était brisé, tout comme elle. Une femme qui était courageuse, tout comme elle. Et tout un tas d'autres jeunes qui étaient perdus, tout comme elle. Le regard de Marthe croisa celui de Samuel à travers la pièce. Ils n'étaient pas une famille au début. C'étaient des étrangers, effrayés et blessés, ne sachant pas s'ils pouvaient se faire confiance. Mais ils ont appris.
Ils se sont battus ensemble. Ils ont pleuré ensemble. Ils se sont sauvés les uns les autres. Sa voix se raffermit. Et un jour, la fille a compris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas une affaire de sang. Ce n'est pas une question d'où l'on vient ou de qui nous a mis au monde. La famille, c'est un choix. C'est regarder quelqu'un qui n'a plus rien et lui dire « tu m'as, moi ». C'est bâtir quelque chose qui dure. Marthe sourit et Samuel vit la femme qu'elle deviendrait un jour. Forte, sage, inébranlable. La fille croyait être seule, conclut Marthe. Mais elle se trompait. Elle avait une famille depuis le début. Il lui a juste fallu la trouver. Le silence tomba sur la pièce. Puis Benoît lança. « C'est une histoire sur toi, m'a dit. » Marthe rit. « À ton avis, mon grand, je crois que c'est une histoire sur nous tous. Alors tu es plus malin que tu n'en as l'air. » Un à un, les jeunes montèrent se coucher, s'embrassant et se souhaitant bonne nuit. La maison s'apaisa peu à peu, le silence remplaçant les rires. Samuel et Caroline restèrent assis seuls près du feu mourant. « Elle est remarquable, dit Caroline. Marthe, ils le sont tous, en vérité, mais elle surtout. Elle a dû l'être. Elle n'aura plus à l'être. Aucun d'eux. Ils nous ont, maintenant. » Samuel chercha la main de Caroline, ses doigts s'entrelaçant aux siens chauds et familiers. « Je croyais autrefois que j'étais puni, dit-il doucement. En perdant Emma, en perdant ma femme. Je pensais que Dieu m'avait tout pris parce que je ne le méritais pas. Et maintenant, je pense qu'il faisait peut-être juste de la place, pour quelque chose de nouveau. » Samuel regarda vers l'escalier, où ses enfants dormaient. De la place pour eux. Caroline posa sa tête contre son épaule. « Je t'aime, Samuel Laurin. Je t'aime aussi, Caroline Laurin. » Ils restèrent assis ensemble tandis que le feu se consumait, tandis que les étoiles tournaient au-dessus d'eux, tandis qu'une nuit de plus s'écoulait paisiblement dans un foyer bâti à partir de rien. 23 ans plus tard, le domaine des Laurins était devenu un village. Pas un grand village, une centaine de familles peut-être, mais cela suffisait. Une épicerie, une école, une église, un cabinet médical qu'on avait agrandi 2 fois pour répondre à la demande croissante. Samuel Laurin, âgé désormais de 67 ans, était assis sur son porche, dans le même rocking chair qu'il occupait depuis plus de 2 décennies. Ses cheveux étaient blancs, ses mains tachetées par l'âge, mais son regard restait vif, toujours attentif. Caroline était assise à son côté, ses propres cheveux striés d'argent, son sourire inchangé malgré les années. Tout autour d'eux, la preuve d'une vie bien vécue. Marthe était devenue médecin elle-même, formée par Samuel, dirigeant à présent son propre cabinet à Constantine. Elle avait épousé un homme bon et avait 3 enfants qui venaient chaque été. Henri avait retrouvé sa voie et sa vocation. Il était instituteur désormais, travaillant avec des enfants qui, comme lui autrefois, avaient connu des traumatismes. Il avait développé des méthodes pour les atteindre que les spécialistes eux-mêmes ne comprenaient pas toujours, mais ne pouvaient nier. Rosa était devenue traductrice pour l'administration régionale, faisant le pont entre le français et l'italien à travers tout le territoire. Elle n'avait jamais oublié le sacrifice de sa mère. Elle l'honorait chaque jour. Grace avait repris la gestion du domaine, se révélant une femme d'affaires avisée, douée pour administrer terre et troupeaux. Son mari plaisantait en disant qu'il avait épousé bien au-dessus de sa condition. Il n'avait pas tort. Benoît avait suivi les premiers pas de Samuel et était devenu gendarme. Il était aujourd'hui commissaire du village, maintenant la paix que son père avait aidé à établir toutes ces années plus tôt. Joséphine était devenue artiste peintre, ses toiles accrochées dans des galeries à travers tout le territoire. Elle se spécialisait dans les portraits de familles, familles brisées, familles guéries, familles en train de se forger. Et Espérance, le bébé né au cœur du chaos, était devenue une femme d'une compassion remarquable. Elle dirigeait un orphelinat à Beaune, accueillant les jeunes qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Tous rentraient à la maison pour les fêtes, chaque année sans exception. La maison que Samuel avait bâtie de ses propres mains s'emplissait de rires, d'histoires, du joyeux désordre des petits-enfants. Cette année ne faisait pas exception. Grand-père, un de ses petits-enfants, un adolescent, traversa la cour en courant, le visage rougi d'excitation. « Grand-père, tante Marthe raconte des histoires de quand tu étais jeune. » Samuel eut un petit rire. « Vraiment, quel genre d'histoire ? Elle dit que tu as combattu des hors-la-loi et sauvé grand-mère de méchants hommes, et que vous avez adopté tout un tas d'enfants d'un coup. C'est à peu près ça. » Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. C'était effrayant. Samuel réfléchit à la question. Il repensa à la tempête, à la cabane, aux hommes de renard et aux raids sur la mine, à l'instant où il avait fait faire demi-tour à son cheval et choisi d'aider des gens qui pleuraient plutôt que de poursuivre sa route. « Oui, dit-il. Honnêtement, c'était effrayant. Mais tu sais quoi ? » « Quoi ?
J'ai appris que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste même quand on a peur, parce que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le jeune homme considéra cela avec un sérieux au-delà de son âge. Comme la famille? Exactement comme la famille. C'est pour ça que tu as tant d'enfants, grand-père. Parce que tu étais assez courageux pour te battre pour eux. Samuel sentit la main de Caroline se glisser dans la sienne. Il la regarda, cette femme qui s'était tenue à ses côtés à travers tout, qui l'avait aidé à retrouver son chemin vers la vie. Oui, dit-il, c'est exactement pour ça. Le jeune homme hocha la tête, satisfait, puis partit retrouver ses cousins, laissant Samuel et Caroline seuls sur le porche. Le soleil se couchait. Une lumière dorée se déversait sur la vallée, peignant les collines de teintes de feu et d'or. Quelque part dans la maison, quelqu'un jouait du piano. Des voix d'enfants s'élevaient en rire. Les étoiles commençaient à poindre au-dessus d'eux. « On a bien fait », dit doucement Caroline. « Oui. Des regrets ?» Samuel réfléchit à la question, à la douleur et à la perte et à la peur, au choix qu'il avait fait et à ceux qu'il avait failli faire. « Pas un seul », dit-il. Caroline s'appuya contre lui, sa tête sur son épaule, sa respiration lente et paisible. « Je t'aime, Samuel Laurin, je t'aime aussi Caroline Laurin. » Le feu crépitait à l'intérieur. Les jeunes riaient. Les étoiles commençaient à se lever au-dessus d'eux. Et Samuel Laurin, l'homme brisé qui avait appris à guérir, tenait la main de sa femme et regardait le soleil peindre le ciel. La famille n'était pas affaire de sang. La famille, c'était pour qui l'on se battait, pour qui l'on pleurait, pour qui l'on vivait. Et au bout du compte, c'était le seul héritage qui comptait vraiment. Pas l'argent, ni la terre, ni les bâtiments. Les gens, les vies changées, les avenirs rendus possibles. Samuel Laurin avait passé 3 ans à fuir la mort. Puis il avait trouvé quelque chose pour quoi vivre, et jamais plus il n'avait fui.